Donc, bonjour, bienvenue à tous. Merci à ceux qui nous ont rejoints d'avoir fait la démarche. Parce que le soleil, on disait justement qu'il était attirant quand même de rester à l'extérieur ce soir. Voilà, donc aujourd'hui, on a pour thème l'orientation scolaire et professionnelle. Et donc, Julie Charpin, qui est juriste, qui a fait le déplacement pour nous de Paris, va nous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire, ou quels sont les droits que nous avons en tant que parents vis-à-vis de nos enfants. Et ce à quoi on peut s'attendre des fois comme réponse face à des interrogations en se disant est-ce que j'ai le droit de faire ça, on ne sait pas trop où aller. Pour obtenir ces réponses, va certainement nous aider, nous orienter pour savoir comment les obtenir, si ce n'est les réponses par elles-mêmes, en tout cas, nous guider et nous dire voilà, vous pouvez ça et ça, faire telle et telle démarche, et peut-être pas non plus tout écouter, mais savoir aller au-delà des réponses premières qu'on a pour aller chercher la vraie. Ça, je pense que c'est une partie intéressante du sujet. Voilà, je vous laisse la main. Moi, je ne vais pas continuer bien longtemps. Vous avez des choses intéressantes. Eh bien, merci beaucoup. M'avait été envoyée une liste de questions assez précise. Du coup, je vais suivre cette liste de questions. Et puis, je vous propose, si vous avez d'autres questions, si ça fait émerger d'autres interrogations, de ne pas hésiter à m'interrompre. Et puis, si c'est des points qu'on abordera plus tard, je vous le dirai. Donc voilà, autant que vous m'interrompiez sur le moment, quand les questions viennent, ça permet d'éviter d'oublier des questions. Bon alors déjà, premier point, qui dit orientation professionnelle comme scolaire, c'est la CDAPH, l'interlocuteur privilégié des parents ou du jeune majeur éventuellement. Puisque dans les premières missions données par la loi à la donc Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, elle est compétente pour se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire, professionnelle et sociale. Je vous enverrai un petit récapitulatif de ce que je dis, notamment sur les points juridiques. Vous embêtez pas à noter chaque mot, sur les aspects très juridiques et sur la présentation globale, j'enverrai un récapitulatif. Oui, tout à fait. Et puis on pourra l'envoyer par mail à qui les demande de toute façon. Ouais. Et donc, elle est compétente pour orienter, pour prendre toutes les mesures d'orientation scolaire et professionnelle, et donc pour désigner les établissements et services dont la personne, l'enfant en situation de handicap, pourrait éventuellement relever vu son état de santé. Donc le principe, c'est que normalement la CDAPH, elle doit proposer plusieurs solutions à la famille ou à la personne majeure. Normalement, elle ne peut désigner une seule structure précise. Alors, plusieurs solutions, c'est plusieurs structures différentes, mais ça va être un même type de structure. Si un enfant relève d'un IME, on verra ce que c'est un IME plus tard, ils vont pas proposer un IME et un autre type de structure, mais ils doivent proposer plusieurs IME. Alors, le gros problème qu'on a actuellement, c'est un manque de place. Donc, ils vont proposer un certain nombre de structures. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des places dans les structures, ça ne veut pas dire que l'enfant pourra y accéder immédiatement. D'accord. Mais la règle, c'est on propose plusieurs solutions à la famille. Depuis quand ? Depuis 2005. Parce qu'on vient d'avoir la eu qui s'est Non, mais c'est pas... Non, mais même, on n'a prévu qu'une seule orientation. Et c'est-à-dire une seule orientation vers un établissement nommément désigné. Ah oui. Le seul cas où normalement c'est possible, c'est quand la famille ou la personne demande spécifiquement à être orientée vers un établissement. Dans ces cas-là, si l'établissement correspond à son état de santé, la CDAPH peut se contenter d'orienter vers cette structure. Mais ça reste l'exception. Le principe, c'est plusieurs structures. Vous voyez, pas du pour rien déjà. Il y a beaucoup d'exceptions. Alors, juste pour vous, dans une idée un peu prospective, vu le manque de place et les listes d'attente sur toutes les structures, notamment les structures enfants, est envisagé de mettre en place une double orientation, une orientation idéale vers lequel on doit tendre et vers lequel l'organisation départementale doit tendre pour essayer de planifier un peu les nouveaux établissements qui doivent être mis en place, et une orientation réaliste en se disant il y a telle structure qui pourrait l'accueillir dans la région, c'est pas la structure idéale, on précise que la structure idéale c'est ça et on doit tendre vers ça, mais pour l'instant c'est quand même mieux que rien, on essaye d'orienter on oriente l'enfant ou le jeune adulte vers telle structure. D'accord ?
Ça, c'est déjà passé dans le projet de loi de santé qui est passé à l'Assemblée nationale. Ça doit passer devant le Sénat, donc c'est pas encore acté. Mais c'est ce qui se profile pour les mois qui viennent. Pour l'instant, on en est à une orientation vers plusieurs établissements désignés par la CDAPH. Est-ce que les établissements doivent être listés en termes géographiques ou seulement des titres d'établissements style IME et puis après la géographie? Deux choses. Je désigne le type de structure adaptée en regard de l'état de santé de la personne, de l'enfant. Et ensuite, après, je liste les structures susceptibles dans le département ou ailleurs. Il n'y a aucune limite géographique pour une MDPH désignée. Elle peut désigner à l'autre bout de la France, il n'y a aucun souci. Voilà, je liste les structures qui pourraient accueillir nominativement les structures. D'accord. Très concrètement, il y a un manque de place. Donc souvent les familles font les démarches avant, elles vont voir l'établissement, enfin voilà, et les familles ont un côté proactif pour pouvoir pour dire bon bah voilà, on peut désigner cet établissement parce qu'on a rencontré la direction de l'établissement, on sait qu'il y aura potentiellement une place, voilà. Après la règle est normalement qu'ils doivent désigner nominativement plus d'une structure, sauf cas exceptionnel. Et il y a une obligation de désigner plus d'une structure? Oui. C'est prévu. C'est le principe. Donc on en est toujours sur le principe. Voilà. Et puis après, vous allez me dire ce que va répondre la MDPH et peut-être à juste titre. Ça sert à quoi quand on vous propose plein d'établissements quand on sait qu'il y a 25 personnes sur liste d'attente? Si vous voulez, on va l'écrire, mais ça ne servira à rien. Donc après, il y a aussi un côté de bon sens. Voilà, c'est effectivement, si c'est juste faire une liste d'établissements parce que pour respecter les textes. Voilà. Oui. De toute façon, le problème actuel, c'est pas tant le fait que la MDPH désigne pas, c'est le fait qu'il manque de place, concrètement. Les décisions d'orientation, elles ont une durée en principe de 1 à 5 ans. Donc 1 an minimum, 5 ans maximum. Donc en principe, parce que par exemple, si on prévoit de l'accueil temporaire, ça va être moins d'1 an. Voilà. Mais la règle, c'est de 1 an à 5 ans. D'accord. Il est tout à fait possible d'avoir une double orientation quand la nature de l'établissement ou du service le justifie. C'est-à-dire que je peux être en accueil de jour sur une structure enfant ou adulte et avoir besoin d'un service d'accompagnement à la vie sociale, par exemple, à côté. Pas incompatible. Par contre, si on m'oriente vers une structure avec hébergement et qu'on m'oriente aussi vers une autre structure avec hébergement qui n'a pas le même public, là, normalement, c'est incompatible. Et notamment, normalement, les doubles orientations masse-femmes n'ont aucun sens. Puisque ces deux types de structures, je vais vous présenter un peu les grands types de structures, ces deux types de structures qui ne sont pas censées accueillir le même public. Donc a priori, ça n'a pas de sens de faire une double orientation masse-femme. Sauf qu'on est confronté au manque de place, et donc parfois la MDPH dit, je vous mets masse-femme, comme ça, si vous arrivez à trouver une place dans une des structures, voilà. Ce sera peut-être pas la structure idéale, mais ce sera au moins une structure dans laquelle vous pourrez être accueilli. Une structure d'attente, quoi. Voilà. Ce point sera peut-être un peu réglé quand on aura la double orientation qui est prévue par les textes, avec l'orientation idéale vers laquelle on doit tendre et l'orientation par défaut à laquelle on peut prétendre vu l'état des places dans le département. Voilà. Le risque, c'est que les départements en profitent pour se défausser. La personne, on lui donne une orientation par défaut, on va pas trop essayer de créer de nouveaux établissements puisque c'est bon, elle est casée quelque part, voilà. Donc c'est bien parce que ça permet quand même d'éviter les ruptures de parcours, c'est le but, mais le risque c'est que les départements en profitent pour se défausser. Remplir les trous. C'est ça, remplir les trous et puis surtout pour ne pas créer de nouvelles structures alors que en disant non, regardez, la personne elle est accueillie donc il y a moins de listes d'attente. Donc c'est pour ça qu'on peut pas non plus donner un blanc-seing total à cette double orientation. Il faut que ce soit un peu encadré pour. Que faire si on n'est pas d'accord sur une décision d'orientation? Alors il y a un recours gracieux qui est toujours possible. Après, possible, mais pas nécessairement judicieux. Enfin, là pour le coup, c'est vraiment dans les relations avec la MDPH qu'on peut savoir si c'est intéressant de faire un recours gracieux ou pas. Si on sait, c'est la MDPH qui reprend la décision. Donc si on sait que ça n'a aucune chance d'aboutir, que la MDPH elle va pas évoluer, parfois il vaut mieux partir directement en contentieux. Sachant que nous, ce qu'on recommande au service juridique de l'APF, c'est de faire les deux en même temps, ce qui est tout à fait possible. Comme ça, on perd pas les délais. On sait jamais que la MDPH
revienne sur sa décision, c'est quand même plus rapide. Et si elle ne revient pas sur sa décision, le recours contentieux est déjà engagé. Et quand on sait qu'un recours contentieux met 1 an en moyenne pour être traité, voilà. Quel recours contentieux? Alors, si c'est une décision d'orientation professionnelle, non, que décision d'orientation professionnelle, ça veut dire j'oriente vers, j'indique que la personne doit aller vers le milieu ordinaire de travail ou le milieu protégé, ou qu'elle a le droit à une RQTH ou non. Dans ces cas-là, c'est le tribunal administratif, dans le délai de 2 mois. Si c'est pour toutes les autres situations, donc je désigne par exemple telle masse comme étant l'établissement dans lequel la personne doit être accueillie, là, c'est le tribunal du contentieux de l'incapacité. Pareil, dans un délai de 2 mois. Il faut savoir que globalement, les gens qui vont en contentieux, nous en tout cas les remontées qu'on a, dans 80% des cas, les situations sont revues de façon plus favorable pour les personnes. Mais très peu de décisions font l'objet d'un recours. Pour la bonne et simple raison que les MDPH sont tenus par des contraintes financières qui guident un peu les décisions ces derniers temps. Voilà pour l'orientation plus globalement. Alors ensuite, on m'avait interrogé sur les établissements pour enfants, la différence entre IEM, IME, IMPRO. Je vais vous faire un petit schéma. Alors On va mettre le tableau là. Ça s'appelle le secteur médico-éducatif dans les textes. Pour les enfants, contrairement aux adultes où c'est par degré de handicap, pour les enfants c'est par type de handicap que sont classés à l'origine les établissements. Pour tout ce qui est handicap mental, avec possiblement des troubles associés, c'est en IME. Ce qui veut dire Institut médico-éducatif. Dans les IME, il y a 2 types de structures. Les IMP, Institut médico-pédagogique, qui sont pour les jeunes de 6 à 12-14 ans environ. Et donc là, c'est 6 à 12-14 ans. Les IMPRO, c'est la même chose, mais de 12-14 ans à 20 ans. D'accord ? Pour le handicap moteur, c'est les IEM, Institut d'éducation motrice. Pour les troubles du comportement, ce sont les ITEP, Institut thérapeutique j'ai oublié mon E, éducatif et pédagogique. Et après, il y a toute une série d'établissements qui vont être un peu nommés selon le public qu'ils accueillent. Il va y avoir l'établissement pour jeunes polyhandicapés, donc qui accueille des publics polyhandicapés. Mais les grands acronymes qu'on retrouve, c'est IME, IEM, ITEP, avec IMPRO et IMP qui sont en fait des IME. D'accord ? Et donc normalement, la CDAPH va orienter l'enfant selon la nature de son handicap. Alors dans IME, Oui. vous avez dit donc troubles associés. Alors, en fait, c'est parfois un peu artificiel de classer un handicap dans handicap moteur, handicap mental. Voilà, souvent il y a des troubles associés. Déjà, il y a un manque de place. Il y a des établissements plus ou moins spécifiques, spécialisés.
Et donc, du coup, c'est les grandes règles qui existent. IME, c'est, dans les textes, il est prévu que c'est pour accueillir les enfants souffrant d'un handicap mental. Ouais, mais c'est vague. C'est extrêmement vague et je pense que c'est fait exprès. C'est pour donner une certaine latitude dans l'orientation. Surtout qu'il y a des établissements qui sont plus ou moins spécialisés. C'est ce que je vous disais. Maintenant, les seuls établissements qui vraiment se concentrent sur un public spécifique, c'est les établissements polyhandicap. Parce que c'est en général un public beaucoup plus lourd à gérer, donc du coup, avec des moyens beaucoup plus importants que dans les autres structures. Mais on va pouvoir retrouver handicap moteur et troubles associés, handicap mental et troubles associés, et en fait, retrouver à peu près le même public, parfois dans un certain IEM et IME. Donc c'est un peu artificiel. Mais sachez que si on vous dit que c'est une orientation vers IME, en principe, ce qui est prévu dans les textes, c'est handicap mental. Les enfants, les plus jeunes, donc, ne sont pas accueillis en IME. Normalement, non. Non. C'est à partir de 6 ans. Là, on a rien. Il y a les CAMS qui accueillent des enfants de 0 à 6 ans. Après, c'est les CAMS. Oui. C'est pas une structure à part du CAMS. Le CAMS, c'est une structure. Ça peut. Parfois, c'est des services de soins à domicile ou au CAMS. Voilà. C'est plus rare qu'il y ait un internat sur les CAMS. Oui, il n'y a pas d'intérêt. On peut dire qu'avant 6 ans, on n'a quasiment pas d'orientation possible sur un internat externe, par exemple. Non, Un parce enfant qu'en très fait, lourdement on va souvent considérer que le distinguo avec un enfant du même âge n'est pas... Plus l'enfant monte en âge, plus le distinguo se fait ressentir. Et donc, du coup, on est plutôt dans du dépistage et du détermination, justement, de l'établissement nécessaire pour l'enfant. D'accord, ouais. Pour les enfants polyhandicapés, ils ont accueil. Ils peuvent accueillir des plus jeunes. Là, c'est ce qui est prévu en principe. De même que on va normalement tout ce qui est secteur médico-éducatif, c'est jusqu'à 20 ans. Et il y a un certain nombre, notamment les établissements APF, il y en a beaucoup qui vont jusqu'à 25 ans. Oui, ben, voilà, c'est Creton. Non, mais même hors amendement Creton. Parce qu'amendement Creton, c'est encore autre chose. C'est qu'on est maintenu dans la structure alors qu'on devrait être dans une structure adulte. Mais il y a beaucoup d'IEM, d'IME qui sont pour jusqu'à 25 ans. Parce que, en fait, ça va concerner tous les IME qui sont orientés professionnels, formation professionnelle. Et donc, évidemment, la formation professionnelle, elle s'arrête pas à 20 ans, souvent. Et du coup, il y a des agréments qui ont été donnés jusqu'à 25 ans. Oui, parce que par rapport à ça, les agréments de telle et telle structure priment sur cette règle-là. Hein, s'il y a 15 ans, on a dit que c'était 3 ans, 18 ans, c'est 3 ans, 18 ans, même s'il arrive là. Exactement. Au cours des revues par la suite, ça peut être recadré. C'est ça. Un panel de disparités aussi qui existe. Pour tenir compte des spécificités locales. Et historiques. Et historiques, souvent. Ouais. Donc, en fait, la référence pour avoir l'âge et pour savoir si la MDPH peut refuser d'orienter, parce qu'on a eu des refus d'orientation pour cause d'âge trop élevé ou âge trop peu élevé, il faut aller voir l'agrément de l'établissement. C'est le seul document qui fait foi. Et dès lors que l'agrément prévoit une fourchette d'âge dans laquelle est la personne, la MDPH peut pas refuser pour cause d'âge, en tout cas. Mais après, pour intégrer tous ces... Il faut une orientation. Et il faut un taux d'incapacité, il faut être reconnu handicapé à tel pourcentage pour pouvoir... Ça dépend des structures, en général. Ça dépend des structures. C'est une... La MDPH est là en principe pour compenser une déficience ou un manque. Donc, c'est pas par rapport au pourcentage, c'est par rapport à l'évaluation globale de la personne. Un besoin global. Qu'elle dit que, à son avis, pour le bien de la personne, la prise en charge dans tel établissement, c'est pas strictement lié au handicap, enfin, au pourcentage, c'est le plus global que ça. C'est pas le pourcentage qui sert pour des raisons administratives, qui sert à... C'est plus une évaluation globale, oui. de la situation qui pas justifie que l'enfant soit accueilli. Voilà. Certains diront que c'est aussi une évaluation familiale parfois. Le contexte peut guider aussi. Voilà, c'est pas...
Par contre, après, le taux de handicap dans les dixièmes pro peut être pris en compte, puisqu'il y a différents dixièmes pro. Enfin, avec Tout dépend de ce qui est prévu handicap, dans voilà, le projet il y en a- d'établissement. En tout cas, dans le Doubs, il y a des dixièmes pro avec handicap léger, moyen, d'autres moyens profonds. Enfin, il y a des catégories, donc là, effectivement, le taux de handicap rentre en compte. Mais on est plus sur un public Voilà. accueilli, Oui. vu le projet de l'établissement. Donc effectivement, quand on est dans de la formation professionnelle, ben, on se dit bien que la formation professionnelle n'est pas nécessairement accessible à tout handicap. Mais je rejoins monsieur, c'est vraiment une évaluation globale du besoin de l'enfant. En tout cas, on ne peut pas refuser pour cause de taux. C'est-à-dire qu'il n'est pas prévu dans les conditions d'accès un taux. Voilà, il est prévu un besoin d'être accompagné dans telle structure. Donc après, ben, est-ce que pour guider son choix, la MDPH utilise un taux, mais s'il y a une MDPH qui vous refuse pour cause de taux pas assez important, là, c'est très facile à contester. Pas de souci, dès lors que les besoins de l'enfant justifieraient un accueil dans une structure. Alors, donc les structures adultes, à la différence, on m'interrogeait sur la différence entre foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé et maison d'accueil spécialisée. La différence, c'est le degré de handicap du demandeur. Donc, crescendo, foyer de vie. Alors, les textes disent précisément, les foyers de vie sont destinés aux personnes en situation de handicap qui ne possèdent pas une capacité de travail suffisante pour exercer une activité professionnelle, mais qui néanmoins disposent d'une autonomie physique et intellectuelle suffisante, ne justifiant pas leur accueil en maison d'accueil spécialisée. D'accord. Le foyer d'accueil médicalisé. Alors, pour se faire une idée, les foyers de vie, le seul financement, c'est l'aide sociale. D'accord. Et plus l'assurance maladie intervient dans le financement d'une structure, plus elle est médicalisée, plus c'est pour un handicap important. C'est assez logique. Les foyers d'accueil médicalisés accueillent des personnes en situation de handicap physique, mental ou atteinte de handicap associé, dont la dépendance totale ou partielle, constatée par la CDAPH, les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel ou rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, ainsi qu'une surveillance médicale et des soins constants. Les femmes, ils ont une double tarification, une partie aide sociale, une partie assurance maladie. Et le dernier grand type de structure, les maisons d'accueil spécialisées, reçoivent, sur décision de la CDAPH, des personnes atteintes d'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou gravement polyhandicapées, n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie. Leur état nécessite le recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante, une surveillance médicale et des soins constants. Bon, les différences sont assez ténues entre les deux, mais normalement il y a une gradation. Et les masses sont financées exclusivement par l'assurance maladie. D'accord. Donc, vu la gradation, c'est totalement incohérent d'avoir une double orientation masse-femme. Après, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est souvent en réponse à une problématique de terrain, de manque de place sur le terrain, et donc du coup, voilà. C'est parfois à la demande des personnes d'avoir cette double orientation pour pouvoir au moins trouver une structure susceptible d'accueillir la personne, quoi. Alors, les différences entre CLIS et ULIS. Donc les deux, c'est très simple, les deux sont des dispositifs d'accueil collectif qui sont situés dans des établissements scolaires de droit commun, classiques, ordinaires. Les CLIS, c'est pour maternelle et primaire, les ULIS, c'est pour collège et lycée. Voilà. Dans les deux cas, il faut une orientation CDAPH. Mais donc on est dans du milieu ordinaire de scolarisation. Alors par contre, on m'avait interrogé sur les droits et devoirs de l'établissement scolaire. Et du coup, je n'étais pas sûre de ce qu'il fallait exactement entendre par droits et devoirs de l'établissement scolaire. Par exemple, il peut être répondu lorsqu'un enfant est accueilli en classe ULIS ou CLIS. Prenons l'ULIS dans un collège, les collégiens ont le droit d'aller à l'étude le soir avant de prendre leur bus. Les enfants de classe ULIS n'ont pas forcément ce droit.
Or, ils sont bien inscrits dans une classe, hein, depuis maintenant 2 ans, et maintenant ils font partie d'une classe. Ils sont quand même en périscolaire entre midi et 2, parce que sans professeur autour d'eux, mais ils n'ont pas l'accès à l'étude le soir. Donc, ils sont obligés de venir pour 9 heures, ils sont obligés de repartir à 16 heures, comme pour les parents, alors que les autres c'est 8 heures, 17 heures. Je veux dire, voilà. Il y a un problème par rapport à ça, Bon, en tous les cas. ouais, Est-ce qu'ils ont le droit de dire sur le périscolaire? Alors bon, il y a un gros problème sur le périscolaire et l'extrascolaire. Hein. Je vous apprends rien. Donc, la règle de principe, c'est le principe de non-discrimination. D'accord. Après, dans les faits concrets, il faut s'organiser. A priori, qu'est-ce qui explique qu'ils refusent? On a expliqué ou pas? C'est parce qu'il y aurait besoin d'auxiliaires de vie scolaire en plus Il peut y avoir ça. La première explication qui m'a été donnée, c'est on n'a pas le droit, le professeur n'est pas là, donc ils ne peuvent pas aller en études. Ça, Oui, ça, c'est la même chose pour les autres élèves. Voilà, donc c'est un peu. Mais les Ulysses, c'est pas pareil. Alors, c'est toujours un petit peu ça. Donc ça, c'est une première explication. Ensuite, l'année suivante, par exemple, parce que moi j'ai eu le cas, hein, c'était de dire, d'aller rencontrer directement effectivement le proviseur ou son adjoint en disant est-ce que c'est possible? Et là, il m'a été répondu, ça va, maintenant, il y a plus trop de soucis, donc c'est possible. Donc je pense qu'il y a effectivement un camouflage derrière des textes qu'on connaît pas pour avoir une difficulté, parce que l'enfant peut avoir un comportement qui n'est pas facilement gérable ou qui est difficile à maîtriser, ou si c'est un enfant handicap moteur, il faut être 2 au moins pour l'emmener aux toilettes, laisser la classe toute seule. Il peut y avoir des problèmes techniques, je dirais, de surveillance. Alors déjà, la base, c'est s'il y a un besoin qui est noté, il faut demander que la MDPH le mentionne dans le projet personnalisé de scolarisation de l'enfant. Si c'est pas mentionné dans le projet de scolarisation, on aura du mal à le faire valoir. Donc déjà, même mentionner tous les temps périscolaires et extrascolaires dedans. Ensuite, au point où on en est de décision de justice, il a été indiqué, parce qu'en général, le problème, c'est qu'il y a besoin d'une aide humaine, en plus, de personnel en plus. Oui. Il a été décidé que c'était un corrélatif au droit à l'éducation, et que donc, du coup, c'était l'éducation nationale qui devait financer. Dans les faits, concrètement, c'est pas du tout aussi simple que ça, parce que l'argent n'est pas là et qu'on a beau se battre et que si on va en justice, c'est super. Dans 3 ans, on aura obtenu que oui, l'État aurait dû financer. Voilà, mais c'est très utile pour les familles. Donc, il faut beaucoup fonctionner au système D, faire un peu de pression auprès de la direction de l'établissement, mettre le défenseur des droits dans la boucle systématiquement. Délégué du défenseur des droits, rappeler les obligations de l'éducation nationale, vu les dernières décisions de justice que je pourrais vous donner les références, et puis mettre tout le monde dans la boucle, c'est-à-dire la mairie qui peut aussi mettre un peu la main à la pâte, puisque le périscolaire normalement relève de la mairie, donc on aurait pu penser que c'est à la mairie de financer. Tout ce qui peut être mis à contribution, la MDPH, qui parfois peut financer sur son fonds de compensation. Voilà, concrètement, c'est exactement pareil que pour les voyages scolaires. Normalement, la règle, c'est que l'enfant doit pouvoir participer sans surcoût pour sa famille au voyage scolaire. Sauf que concrètement, c'est compliqué parce qu'en plus, les règles qui encadrent le contrat de travail des AVS, ça facilite pas les choses non plus. Et donc c'est des contraintes auxquelles sont soumises l'éducation nationale, enfin ils n'ont pas le choix non plus. Donc il y a des règles, on pourrait aller en justice et dire principe de non-discrimination, on a le droit à ça. Très concrètement, on a remarqué qu'en s'y prenant suffisamment à l'avance, en mettant bien tout le monde dans la boucle, notamment le défenseur des droits, c'est très efficace, on arrivait à régler les situations et qu'on arrivait à obtenir des financements. Alors pour les voyages scolaires, nous les financements qu'on a pu obtenir, c'est organiser une kermesse et voilà. Même si en fait c'est l'éducation nationale qui aurait dû financer. Ah oui, mais enfin voilà, il y a des moments où il faut trouver des financements et tout le monde essaye de mettre un peu la main à la pâte. Donc les textes sont flous parce qu'on prévoit juste le principe de non-discrimination et que a priori
d'après les dernières décisions de justice, pour tout ce qui est auxiliaire de vie scolaire, même sur le temps périscolaire, c'est l'éducation nationale qui est censée financer. En tout état C'est de ce qu'on cause, a. en termes de droit, il n'est pas obligatoire d'avoir le professeur de l'élève Non. pour qu'il soit dans l'établissement. Non, non, non. Il y a juste des obligations, comme pour tout accueil de public mineur. D'accord. Il y a des obligations, il faut tant de majeurs, enfin tant d'adultes pour tant de personnes. Voilà. Non, D'accord. rien de... En fait, les textes sont pas du tout précis sur ces questions. Oui, oui, non, Donc, c'est vrai voilà. que quand on reçoit, on peut pas parce qu'on n'a pas le droit. Votre enfant n'est pas assuré ou des choses comme ça, c'est sûr qu'on se pose des questions, effectivement. Donc là, quand on veut des réponses, on va voir la NDPH. Quand on parle de défenseur des droits, ça va être qui, nominativement? On va voir qui. On tape délégué du défenseur des droits sur Internet, il y en a un par département. D'accord, Et, ok. Et vraiment sur les questions de scolarité, comme d'emploi d'ailleurs, c'est vraiment les deux domaines où ils sont extrêmement efficaces et où eux aussi ont un bon réseau donc pour faire avancer les choses, même si c'est pas... voilà. D'accord, donc ça c'est l'homme clé. Homme-femme clé, Oui, je parle. oui, mais- j'entends bien. On tape défenseur des droits. Oui, défenseur des droits, oui, il y a le site du défenseur des droits et ils proposent un délégué par département. On peut dire il y en a souvent plusieurs par département. Ils ont des temps de consultation. Le gros problème qu'on a actuellement, c'est sur le temps extrascolaire. Donc en gros, les vacances. Les vacances. Ou le mercredi. C'est l'éducation nationale, mais extrascolaire, c'est plus. Oui. En tout cas, c'est peu probable qu'on dise que ce soit l'éducation nationale. Alors, ce qui est certain, c'est que maintenant, c'est souvent les mairies qui organisent. En fait, c'est les centres de loisirs pendant les vacances. Hein. C'est souvent les mairies qui les organisent. Vu les dernières décisions du défenseur des droits, justement, les mairies, quand elles organisent quelque chose, elles ne refusent plus l'enfant, mais avec un surcoût hallucinant pour les familles. En disant, en gros, la famille, elle paye le salaire d'une auxiliaire de vie pour tout le temps de l'accueil. Et là, on a encore moins de textes et de décisions de justice qui nous permettraient d'apporter de l'eau à notre moulin. Voilà, la pression médiatique peut marcher pas mal aussi. La pression médiatique locale, c'est là où le défenseur des droits a du poids aussi, parce que quand le défenseur des droits évoque une discrimination, voilà, ça fait mauvais effet pour la mairie. Enfin voilà, juridiquement, c'est des sujets où on est très bancal. C'est pour ça que même si on peut se dire, pour le périscolaire, c'est l'éducation nationale, parfois si avec un système D, on arrive à faire financer, voilà. Puis ça met tout le monde à contribution, ça investit toute la classe parfois quand il y a une kermesse qui est organisée dans l'organisation du voyage. Enfin voilà, il y a des côtés. On a aussi eu des bénévoles d'associations qui accompagnaient pendant le voyage scolaire, quoi, pour faire la personne. C'est un peu systémisé. Par contre, je pense qu'il faut inscrire sur ce que vous avez dit, qui semble intéressant, c'est de faire inscrire le maximum dans le projet, en fait, le sigle en tête, Le PPS, projet personnalisé de scolarisation. Ça, c'est Oui, important c'est à savoir c'est la parce que base. Ça permet de s'appuyer sur C'est ce qui est sur opposable un après. contrat, voilà, entre Exactement. toutes les parties, et c'est écrit, donc vous devez le respecter, même si quand ils ont signé, ils ne savaient pas que ça, c'est Ouais. écrit, Ouais. je pense que c'est très important. Mais ce qui est un peu difficile, parce que du coup, il faut penser un peu à Voilà, toutes les il faut- situations. voilà, Voilà. on se focalise, Oui. on est content d'avoir un truc, alors on se C'est focalise ça. sur le plus important et on oublie ce qui est un peu autour. On pense à l'AVS pendant les temps scolaires, et puis après, on ne dit pas que ça peut être aussi nécessaire. Il faut en mettre beaucoup parce qu'il y en a très peu qui sont acceptés. On peut en mettre des tartines, vous savez, au retour de la CDAPA, vous avez ça, c'est accepté, c'est super. Et là, c'est pareil, moi, ce que j'ai comme question, c'est comment on attribue une AVS? Sur quels critères il se base pour dire si l'enfant a droit ou pas à une AVS? Besoin d'assistance pendant la Attendez, moi j'ai scolarité. un enfant qui est dyspraxique, donc trouble associé, comme je disais tout à l'heure. Donc moi j'ai voulu le garder en milieu ordinaire. J'ai demandé un tuteur, puis il a un tutorat au niveau école et tout. Moi je suis montée à Besançon faire le bazar, parce que moi je montre les dents, pour leur dire, mais attendez, c'est un enfant, il ne sait pas gérer son cartable, il ne sait pas gérer ceci, il ne sait pas gérer cela, il a besoin de quelqu'un pour le cadrer. On m'a répondu, mais madame, vous ne travaillez pas, vous pouvez suivre votre enfant. Mais bien sûr madame, mais j'ai un deuxième enfant aussi. Et puis c'est pas Et puis c'est pas mon but, donc on m'a refusé l'AVS.
il faut éventuellement voilà, faire un recours en attestant des besoins, en les listant. Oh, bah, de toute façon, ça arrive à échéance à la fin de l'année, donc je vais de nouveau. Parce que franchement, je trouve ça. Il a quel âge 14 ans. Mais parfois, avec tout ce qui est dyspraxie et compagnie, c'est plus compliqué à faire reconnaître que pour un handicap moteur Ah ou ouais, c'est non, mais c'est mécanique. Je Voilà, m'en le aperçois, besoin. hein, parce que le handicapé moteur, ça a été, je dis pas très facile, mais c'est vrai que pour lui, c'est. Bon, là, il est dysgraphique, j'ai obtenu l'ordinateur, mais ça a été en 3 fois quand même. Hein. Et quand je vois la neurologue, elle me dit, mais comment vous avez fait pour l'obtenir cet ordinateur? J'ai plein de familles qui essaient. Je dis, ben, vous allez, vous téléphonez, vous machin, écrire et tout. Et Vous l'avez à force, obtenu, vous aviez eu sur le PPC? Le PPS, pardon? Oui, c'était marqué sur le PPS. Et après, vous avez eu du mal à l'obtenir? Ben, ça a mis très longtemps, oui. Bon, ça fait partie des obligations. On parle normalement, quand il y a une AVS qui est mentionnée ou du matériel pédagogique spécifique, là, pour le coup, ça fait partie des obligations, pas de l'établissement scolaire, mais de l'éducation nationale. Mais le problème, c'est que moi, je suis domiciliée dans le Doubs et il est scolarisé dans la Haute-Saône. Donc c'est, ah oui, mais alors attendez, c'est le Doubs. Ah non, mais alors il faut déjà faire la demande dans le Doubs parce que vous habitez le Doubs. D'abord, il faut l'accord de la Haute-Saône parce que c'est la Haute-Saône qui va payer le. Enfin, mais je dis, mais attendez, c'est affolant votre truc. Donc vous baladez entre Vesoul et Besançon comme ça. Les dossiers, après on vous dit, ah, mais on a perdu ça, on a perdu cela. Ah, mais attendez, c'est bon, je envoie à Vesoul et à Besançon, comme ça chacun aura les choses parce que. Mais c'est. Moi, je veux dire, si les parents, moi je comprends, hein, moi j'ai des familles qui viennent, qui me demandent de monter un dossier MDPH, je leur dis attention, il faut vous blinder, il faut vous dire que rien n'est jamais acquis, hein, parce que vous avez un truc, c'est foutu, quoi. Et moi, tout le monde me dit, mais il faut se battre, oui, il faut vous battre, il faut vraiment vous obtenir des choses pour votre enfant. Et vous, là, je veux dire, c'est usant, quoi, parce que vous êtes tout le temps en train de. Bon, la neurologue m'a dit, il faut d'autres, voilà, il faut l'AVS, il faut ceci, il faut cela. Moi, ils m'ont refusé l'AVS. Et du coup, quand il y a des refus comme ça, en termes de recours, ou quand la MDPH ne propose pas le parcours auquel les parents pensaient, ou même ne propose pas, enfin les parents ne savent pas où aller, donc ils font des propositions sans savoir exactement où est-ce que va l'enfant. Comment on va faire pour ce recours? Est-ce qu'on va à la MDPH? Est-ce qu'on va faire un courrier? Est-ce qu'on va, dans la pratique, dire on fait un recours, ça veut dire quoi? Alors c'est pareil, c'est exactement pareil que pour l'orientation tout à l'heure. Il y a le recours gracieux, mais qui est plus ou moins opportun, enfin qui va plus ou moins porter ses fruits si on sent que la MDPH va revenir sur sa décision elle-même. Donc dans ces cas-là, c'est un courrier à la MDPH elle-même, alors c'est gracieux. Et après, sinon c'est le recours devant le tribunal. Donc là, c'est le tribunal du contentieux de l'incapacité. Et donc. Et ça met, en termes de délai, ça met combien de temps? On dit, parce que quand je vois pour passer en commission, un an de 4 mois. Ouais, un an au moins. En général, c'est un an. Un an. Et là, on doit faire un courrier au greffe du tribunal. Normalement, c'est mentionné sur la décision de la PH. D'accord. Avec l'adresse du tribunal dont vous dépendez. Okay. Et donc, il faut faire un courrier effectivement au greffe du tribunal avec la décision contestée, copie de la décision contestée, et puis tous les éléments qui vont dans votre sens. Voilà, si vous avez des certificats médicaux de neurologue. Ah, mais moi j'ai un dossier comme ça, ils ont tout à Besançon, tout leur a été transféré. D'accord. Comment fait-on pour bloquer le grandissement de l'enfant? Comment fait-on pour bloquer le grandissement de l'enfant? Parce que pendant le travail, pendant le travail, il n'est pas ça. Alors, ce qu'on fait. Non, mais si on met un an ou 4 mois pour un simple truc, ouais, comme vous dites, si je fais un recours dans un an, il sera quasiment à la fin de ses études. Nous, ce qu'on fait, parce que de toute façon, les MDPH ont tout à gagner à refuser des choses, puisqu'il y aura au moins les 3/4 des personnes qui ne feront pas de recours, c'est qu'on demande des dommages et intérêts. Pour taper là où ça fait mal. Alors, sur votre situation, ça réglera pas la situation pendant l'année où l'enfant n'est pas suivi, je suis bien d'accord. Mais une MDPH qui refuse des prestations, ou d'ailleurs ça marche aussi pour la CAF qui refuse de verser la H ou la EH, si elle, la seule sanction, si je puis dire,
qu'elle est quand elle juge en fonction de ses finances et pas en fonction du besoin de la personne. C'est, bon, bah, finalement, pour les quelques personnes qui vont aller jusqu'au recours, on va attribuer la prestation que j'aurais dû attribuer initialement. Bon, autant refuser tout le temps, quoi. Comme ça me fait au moins gagner pour toutes les personnes qui font pas de recours. Par contre, si à chaque fois elle se fait condamner à payer 1000, 2000 euros de dommages et intérêts, on a eu une situation, c'était sur de l'aide humaine PC, où vraiment le refus, enfin, c'était une baisse du nombre d'heures d'aide humaine qui était absolument hallucinant, et puis totalement incohérent vu les besoins de la personne, ben, on a obtenu 15 000 euros pour la famille. Alors, concrètement, ils ont dû se débrouiller pour l'aide humaine tout le temps qu'a duré la procédure. Sauf que les MDPH ou les caisses d'allocation familiale qui, à force de se faire condamner à payer de l'argent en plus, ben, on peut espérer que ça va les faire un peu, un peu changer les pratiques. Après, il faut mentionner l'urgence sur le recours. Pour les questions de scolarité, souvent, ils essaient d'aller plus vite. Voilà. Ouais, ils essaient vraiment d'aller plus vite. Et c'est assez courant bon, ça va rarement en dessous de 6 mois, hein. Faut pas se leurrer. Mais souvent, les tribunaux essayent de juger dans les 6 mois parce qu'ils connaissent l'urgence de la situation. Oui, petite chose. Vous parlez de la CAF et des refus. J'en parle parce que je suis retraitée de la caisse d'allocation, donc je connais un peu. Les seuls refus que la caisse d'allocation peut vous poser, c'est les conditions de ressources de la famille, du ménage, de la personne qui demande une aide, et puis éventuellement le taux d'incapacité. Donc, dans ce cas-là, le taux d'incapacité doit être évalué. C'est les seules raisons pour lesquelles. C'est les conditions administratives, ouais. C'est les seules conditions de rejet. De la Toutes CAF. les conditions médicales, c'est la CDAPH. La CAF est obligée d'obéir, en quelque sorte, d'appliquer la décision de la Ce qui ne veut pas dire qu'elles le font toutes. Mais normalement aussi. Oui, non, mais je suis bien d'accord. Parce que les gens, en général, quand ils demandent, c'est qu'ils ont besoin. Donc, automatiquement, ils suivent leur dossier. Et s'ils ne sont pas en état de le faire, ils ont toujours quelqu'un qui les aide. On n'a jamais vu un dossier rester en sommeil. Enfin, j'ai fait 40 ans. Non, mais moi, j'ai vu des CAF refusés sur des conditions médicales qui pourtant avaient été jugées. Oui, non, mais après, on a gagné au contentieux, sans souci. De toute façon, mais voilà, ça oblige d'aller... Aucune compétence. Tout à fait. Médicale, c'est... Déjà, ça peut arriver. Ça peut arriver malgré tout. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut bien... Oui, il faut faire attention, il faut être vigilant. Les caisses de sécurité sociale, enfin, l'allocation familiale, c'est que les conditions administratives des prestations, l'attribution des prestations. Conditions médicales. Au niveau d'une orientation, on a maintenant la possibilité, dans des projets personnalisés, de mettre en place des nouvelles formes d'orientation. C'est-à-dire, un enfant peut être partiellement orienté vers un établissement alors qu'il est encore en classe Ulysse, pour faire des intégrations, je dirais comme ça, entre établissements. Et il ne faut pas hésiter à envisager un parcours un petit peu plus individuel et à proposer un parcours un peu plus individuel, parce que ça peut parfois porter ses fruits et ça peut être accepté. Donc là, par exemple, sur cette année, on a monté un projet un peu spécifique avec ma fille, quelque chose qui se faisait pas, qui s'est encore pas fait. Donc la MDPH était contente aussi de voir de découvrir une autre façon de mettre un projet individuel en cours. Et ça a permis, en même temps, le maintien en classe Ulysse, le maintien des rééducations parce qu'il y a handicap moteur avec les CESAD, et l'intégration en IME. Et en général, quand on a un CESAD, on n'a plus d'IME. C'est souvent l'un ou l'autre. Et là, ça a permis cette construction-là sur 2 ans de temps. Donc, il y a des ouvertures qui se font maintenant au niveau de la MDPH sur les projets individualisés. Et on peut réfléchir à des intégrations qui soient un petit peu plus douces que de dire on arrête quelque chose et on part sur autre chose. Ce qui peut être effectivement difficile à vivre aussi bien pour l'individu, pour le jeune ou plus ou moins jeune, que pour les parents en termes de séparation, d'un seul coup aller dans un établissement qui se trouve à 200 km de là, on ne sait pas où est-ce qu'il va, ça a été décidé que ce serait un IME, oui, mais il n'y en a pas un dispo avant tant de kilomètres.
voilà, ça peut peut-être aider de savoir ça. De toute façon, les IME, là, enfin, le grand mouvement des établissements avec hébergement pour enfants, c'est d'être de moins en moins fermé. On est de plus en plus dans l'inclusion, voilà. Donc, se rapprocher des établissements scolaires, voire intégrer des établissements scolaires. Donc, on a certains IME, IEM qui ont des antennes, si je puis dire, dans des établissements scolaires pour que l'enfant puisse être le plus possible intégré en milieu ordinaire. Alors, comment vous expliquez, enfin, moi, je me bats un petit peu pour ça. Donc, vous avez un enfant qui est scolarisé en milieu ordinaire et qui a besoin d'ergothérapie, de psychologie, de psychomotricité, etc. L'éducation, ouais. Voilà, qu'il a besoin de beaucoup de choses. Alors moi, au lieu de me dire, on va prendre sur du temps scolaire pour pas trop l'envahir, on me dit, ah non, mais il a le mercredi après-midi, il a le samedi. Donc c'est un gamin, il arrive en fin de semaine, il est complètement overdose, parce qu'il a fait son temps scolaire à l'école, et on lui a rajouté de l'ergothérapie tous les mercredis après-midi. Le samedi un matin de la psychologie, le samedi après-midi de la psychomotricité, etc. Et ça, je trouve ça anormal que la MDPH ne dise pas, ben, voilà, l'enfant, on doit le ménager, il a déjà suffisamment de cours. Si on surcharge l'emploi du temps, forcément, il arrive en fin de semaine, il ne peut plus. Bah, moi, j'ai vu plein de MDPH qui le faisaient, ça. Donc après, voilà, il faut faire évoluer, enfin voilà, les choses n'évoluent peut-être pas assez vite, ça j'en suis bien consciente, mais en tout cas, c'est possible. Oui, mais c'est le gros problème de l'éducation nationale. Là, on touche du doigt l'éducation nationale, elle est normative. On travaille tous les deux dans l'éducation, on est enseignants. Hein. C'est de quoi on parle. Donc, je peux me permettre de juger, et puis toi aussi. On est dans un moule, et en plus, les enseignants ne sont pas formés pour s'occuper. Déjà, dans l'enfance, ça, il faut le savoir. On n'est absolument pas formés du tout. Donc, c'est compliqué aussi parfois. Il faut aussi comprendre pour un enseignant, tout d'un coup, d'accueillir un enfant alors qu'il n'a aucune clé pour pouvoir gérer, alors qu'il en a parfois 28 autres à côté. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième, c'est vrai que l'éducation, c'est très compliqué de se battre, même en tant qu'enseignant, pour un élève, par exemple, qui va être dyslexique. Nous, on a déjà essayé de dire, bon, bah, cet élève-là, il a la dyslexie, l'anglais, c'est lamentable. Donc, je me souviens d'un élève, on avait dit, bon, on va prendre sur ces 3 heures d'anglais, on va pas lui faire faire d'anglais, on va lui faire faire que d'allemand en première langue, et ces 3 heures, on va faire du soutien adapté. Ça a été refusé. Ça a été refusé au rectorat parce que ça rentre pas dans le moule et que c'est pas possible. Donc il y a beaucoup de choses à faire évoluer au niveau de l'éducation nationale. Et moi, malheureusement, Ça va pas très vite. Non, mais ce que je trouve aussi aberrant, c'est que vous mettez votre enfant dans le système éducatif classique. Vous allez, bon, il faut se battre. Vous avez peut-être à force, on arrive à mettre les choses. Vous le passez dans le privé, c'est l'eau et le vin. Hein. Dans le privé, ah bah attendez, on va s'adapter, expliquez-nous ce qu'il faut faire, etc. Moi, je vois, on a dû avoir le recours de le mettre dans le privé, parce que dans le public, moi, j'arrivais pas. Parce que ce ne sont pas les mêmes conventions. Oui, je pense quand même que chacun peut avoir la possibilité d'avoir des gens ouverts aussi bien au niveau du privé qu'au niveau du public. Ça dépend beaucoup aussi de l'individu. Je suis persuadée, parce que je connais des gens qui ont eu accès au public avec comme ça une ouverture importante. Et par contre, quelqu'un d'autre qui s'est fait jeter dans le privé parce que l'enfant ne suivait pas ce qu'il fallait, quoi. Donc c'est l'individu, énormément je lié pense, aux personnes. aux C'est ce que je veux personnes. dire quand je disais que certaines Il y a une MDPH, certaine latitude quand même qui est prise par chaque personne. Ouais. et je pense que là, c'est tout le rôle des associations aussi de faire ça, de faire avancer les choses, évoluer un peu les mentalités, quoi. C'est possible, mais déjà c'est en cours. Mais déjà, enfin, on progresse déjà quand même par rapport à il y a quelques temps. Enfin, quand on voit les IEM ou les IME d'il y a 40 ans, c'était de la garderie. 2005, elle est 10 ans. Oui. La progression, elle est lente. Mais elle existe. Oui. Ouais, voilà, Oui, heureusement. Et là encore, ces demandes-là, si on essaie de les inscrire dans le PPID, est-ce que c'est utile aussi? Est-ce qu'on peut entrer dans ce genre de détails de temps personnalisé? il faut entrer le plus possible dans les détails. C'est C'est vraiment. Mais le problème peut-être de madame, j'ai l'impression, c'est qu'elle a une MDPH peu coopérative. Je rentre dedans, alors si vous en avoir pas, hein. Ah non, mais moi je lâche pas le morceau, hein, ça ils me connaissent. Hein, donc chaque fois que. Elle est connue pour cette Non, mais moi aussi je suis connue au niveau de la MDPH, je vous ai appelé. Maintenant, rien qu'à ma voix, j'ai même plus besoin de me présenter, ils me reconnaissent tout de suite.
Non, parce que bon, moi je suis quand même représentante d'une association, je veux pour mon enfant, ok, et comme je dis, je trace la route pour tout le monde, parce que ceux qui vont passer derrière moi, ça va être fastoche, hein. Ça y est, tout roule après. Mais voilà, je me dis, c'est quand même des enfants qui sont en souffrance, même si c'est pas, ça se voit pas. Il n'y a pas que le handicap qui se voit, il y a tous les handicaps, voilà, il y en a beaucoup qui sont invisibles. Et je me dis, c'est quand même des enfants, si on ne fait rien, c'est quand même des enfants qui font des tentatives de suicide, qui font des fugues, etc. Donc, je veux dire, c'est pas anodin, quoi. Mais c'est là où l'inutilité sur un cas d'un recours contentieux peut être utile à tous les autres cas, ce qui est lourd pour les familles, ce que je peux comprendre, parce que, bah super, je fais un recours, dans un an, j'obtiendrai ce que pour l'année passée, et la MDPH est capable de me redire l'année d'après, ah bah non, et me voilà. Voilà, bah voilà. Sauf que si on les laisse faire, ça n'évoluera jamais. C'est pour ça qu'on essaie d'accompagner de plus en plus de familles dans les recours, parce que l'air de rien, voilà, ça fait, quand elles se font sanctionner un certain nombre de fois, bah, ça fait mauvais effet, et ça fait un peu évoluer les pratiques. Alors, trop lentement, j'entends bien, mais c'est aussi un outil qui permet de, voilà. Et ce qui est difficile pour beaucoup de familles, c'est que c'est déjà un parcours du combattant accompagner son enfant, et parfois on n'a plus l'énergie. On se bat encore et encore. C'est rajouter du handicap au handicap, c'est vraiment, c'est très lourd. Moi, j'ai eu la MDPH cet après-midi, ça tombe bien, l'assistante sociale qui m'a appelé pour un projet d'orientation pour notre fils. Donc, ils ne sont pas d'accord avec son demande. Projet personnalisé, évidemment. Donc là, ça passe pas parce que c'est pas dans le moule. Donc, Pas dans les normes. je dis, mais c'est quand même incroyable parce qu'on est justement dans quelque chose d'adapté. Et elle a fini par me dire que, bah oui, que humainement, elle était d'accord avec moi, mais qu'en tant que maman, mais administrativement, ça suivrait sans doute pas. Et elle m'a dit, bah, vous pouvez faire un recours. J'ai dit, attendez-vous. C'est quand même incroyable qu'avant même que la décision soit prise, que la commission soit passée, vous évoquez déjà un recours. Quoi. On est dans l'aberration. Si on est là, c'est justement pour trouver la meilleure solution pour des jeunes. Pour discuter, voilà. Discuter Autour d'une table et puis se mettre. Voilà. Mais ils vont tout le temps Oui, puis surtout, on a choisir. l'impression que l'assistante sociale a déjà décidé avant un passage en CDA. Enfin, voilà, Et puis ils vont toujours choisir, par exemple là il y a une famille, hein, il va y avoir un avis médical, il va y avoir un avis du centre où il va être et tout, et puis il suffit qu'il y ait quelqu'un qui va donner un avis où ça va être un petit peu différent mais qui va les arranger, ils vont ne regarder que celui-là. Et malgré l'avis médical, malgré l'avis des parents, malgré l'avis de l'institution, ça va les arranger, donc ils vont aller. C'est quand même compliqué, c'est vraiment... Oui, c'est compliqué. Si on a la chance de tomber en bon créneau, qui est validé, voilà, tant mieux. Et puis sur une bonne MDPH, enfin, on en est là aussi. Hein, enfin, mais là, c'est le doux, hein. Voilà, c'est le doux. Non, mais c'est, voilà, il y a vraiment... Moi, c'était sur le territoire. Bon, bah, j'ai déménagé. On est sérieux, on est sérieux. Contrairement à ce que vous disiez, On va l'inscrire sous l'adresse de sa grand-mère. J'habite à Belfort. sur le territoire Ouais. de Belfort, Non, mais sans rire, ça peut être. les recours, les contentieux administratifs, Gracieux, oui. non Ça pas passe. les gracieux, les tribunaux, Ah oui. la deuxième étape, pratiquement à 8 sur 10 sont confirmées les décisions de la MDPH. Donc elle est vraiment dans les clous de la réglementation et de l'intérêt des personnes. Alors, il y a toujours des problèmes, bien sûr, mais il y a une ouverture qui est assez importante. Beaucoup de choses que j'ai entendues là, je ne les entends pas. Et les parents qui arrivent, qui viennent même pour la première réunion avant, même le recours présenté en dossier, en général, sont dans la majorité du temps entendus. Et des décisions de l'équipe pluridisciplinaire sont changées. Sur le territoire de Belfort, il faut y aller avant le recours, même présenter son truc. Et voilà, j'ai pensé à ça. Aller en réunion CDAPH, c'est essentiel. Oh non. C'est vrai. Moi, j'y vais à chaque fois. Alors, vous rentrez dans une salle, vous avez 40 personnes, là. Ça, c'est impressionnant. Puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Alors, je lance mon truc, je veux ça. Parce que moi, je balance, hein. Je veux ça. On me dit, oui, madame, on va étudier. D'accord? Ah ben, réponse dans 4 mois. Et vous ressortez du truc. Oui, bah, visiblement, il n'y a aucune discussion On dans cette vous dit, CDAPH. Je Voilà. pense que ça répond dans 15 jours. Belfort, c'est 15 jours. Oui, c'est sur Après, 15 jours. 15 jours. Moi, je suis allée à la réunion MDPH sur Belfort, justement, pour ce projet individuel dont je vous ai exposé tout à l'heure, je vous en ai parlé. J'ai exposé le projet, non pas pour le défendre, parce que c'était la première réunion. Je voulais juste en parler, avoir un échange, savoir si c'était possible, donc la démarche que vous faites,
savoir si c'était possible, comment c'était ressenti. Voilà. Et suite à ce que j'ai dit, j'ai dit, quel est votre avis? On m'a répondu, bah, écoutez, vous allez recevoir un courrier dans 15 jours. Je dis, attendez, si on est là, je vais pas revenir dans 15 jours. Je veux juste savoir si ça vous paraît plausible, pas, si ça a été entendu. Les gens ont effectivement dit, bah oui, c'est quelque chose qui nous paraît plausible, sans avoir une confirmation écrite. En tout cas, on avait déjà un axe comme quoi cette situation pouvait être viable. Voilà. Oui, j'ai été entendue à la SDPH, ça c'est clair. C'est vrai qu'il y a une Pour ce projet-là, je sais pas. Ici, qui est très sensible aux situations de l'enfant et qui recherche et qui va vraiment mobiliser ses équipes pour trouver la solution. Quand vous voyez, il a besoin d'une souris scanner pour son brevet des collèges. Donc le brevet, il est quand même très tôt. Hein. Là, la démarche, elle a été faite depuis le mois de janvier. Je suis toujours pas passée en commission. Donc j'arrête pas de les appeler en disant attention, le brevet arrive, il faut qu'il ait sa souris scanner. Ah oui, alors attendez, je regarde madame. Mais je ne trouve pas. Ah, vous ne trouvez pas? Mais je passe quand en commission? Il passe quand mon fils en commission? Vous êtes sûr que vous avez envoyé le dossier, le certificat médical et tout? Oui, je peux même vous donner la date, je peux même vous donner une copie si vous voulez, parce que je photocopie tout. Quand vous entendez ça, vous dites c'est bon quoi, 25 juin, il a pas sa souris scanner quoi. Donc vous faites quoi? Vous appelez l'ergothérapeute pour lui expliquer. Heureusement, elle est très gentille, elle m'a dit écoutez, je vais lui prêter une souris scanner, vous inquiétez pas, il aura une souris scanner pour son examen. Moi je trouve que c'est aberrant quoi. Alors on vous dit, faut contacter telle personne, vous contactez. Ah ben non, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Faut contacter l'autre personne. Enfin, je veux dire, c'est. Comme disait la dame, vous usez votre énergie là-dedans. Tout le temps à appeler, à savoir où on est. Alors, une des difficultés que je vois pour les ordinateurs, c'est que c'est du matériel qui en, si c'est le cas, hein, qui est en possession de l'éducation nationale. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Donc, effectivement, la MDPH n'y peut rien. Oui, mais là, je crois qu'on en est même au stade où c'est la MDPH qui doit l'acter, c'est ça? Oui. Qui doit acter le besoin, ouais, c'est ça. Et ce qui est nécessaire, oui, après, effectivement. Mais c'est pour ça qu'en général, les MDPH sont assez, moi, je trouve qu'en général, ils sont assez conciliantes sur les PPS, parce que c'est pas le conseil général qui finance. Et donc, du coup, il y a un côté un peu, oui, bah là, c'est l'éducation nationale, et du coup, nous, on a beaucoup moins de soucis. Bon, visiblement, celle du Doubs est assez... Moi, la VS, ils m'ont refusé. Hein. Moi, ça a été refusé d'office. Voilà, parce qu'en fait, je ne travaille Je pense pas, que vous aviez encore comme questionnaire. Oui, alors oui, on va aborder, on va aborder les questions plus liées à l'emploi. Donc la question c'est à qui s'adresse la reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Alors, elle concerne donc la RQTH, les personnes dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Donc c'est assez large. Hein. D'accord. Il faut juste être âgé de plus de 16 ans. D'accord. Bon, c'est le formulaire MDPH classique. Normalement, la MDPH est censée être étudier le droit à RQTH obligatoirement quand la personne fait une demande d'AH. Ça ne le fait pas systématiquement. C'est automatiquement reconnu quand on est orienté vers un ESAT. On va voir un peu ce que c'est que les ESAT après. Et normalement, ça doit être couplé, la RQTH, à une décision d'orientation professionnelle. Normalement, quand on fait une demande de RQTH, la MDPH n'est pas censée se pencher que sur la RQTH elle-même, mais elle doit penser l'orientation professionnelle dans sa globalité. Donc, c'est-à-dire dire, vous êtes, d'après nous, plus apte à travailler en milieu protégé, donc ESAT, on va voir ce que c'est, en milieu ordinaire. Comment? Ça peut être en temps partiel. Normalement, non, enfin, s'ils peuvent donner une recommandation. C'est quoi? Ils peuvent donner une recommandation, milieu ordinaire, temps partiel, mais ce n'est qu'une recommandation, parce que de toute façon, dès lors qu'on oriente quelqu'un vers le milieu ordinaire, ben, c'est comme toute personne, elle doit trouver un emploi, et si elle trouve un emploi à temps complet, on peut pas lui opposer la décision de la MDPH, quoi. Après, il y a un devoir de conseil de la MDPH, donc elle peut conseiller, bah oui, milieu ordinaire, mais a priori dans telle proportion. Parce que une orientation en milieu ordinaire ne sert à rien, si vous voulez. Enfin, c'est juste, en fait, c'est juste une information, mais n'importe qui. C'est pas de l'ESAT, c'est pas de Voilà, c'est ça. N'importe qui peut essayer de trouver un emploi en milieu ordinaire. Donc il y a même certaines MDPH qui refusent
d'orienter vers le milieu ordinaire. Sauf qu'en fait, normalement, c'est dans le devoir d'orientation sans obligation derrière, quoi. En sachant que dans le milieu ordinaire, on n'est pas tenu de déclarer sa Oui, qualité tout à de fait. RQTH. Voilà, hein. tout à fait. On peut aller chez un avocat, Voilà, et puis si complètement. rien n'y oblige, on n'est pas tenu de lui signifier qu'on a une reconnaissance RQTH. Complètement. Donc voilà, une fois qu'on a la Donc, RQTH, ça donne aucun droit. les avantages, c'est on fait partie du public qui bénéficie de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, les 6% que les entreprises de plus de 20 salariés sont censées respecter. Ça me fait rigoler, ça. Hein. Bah, il y a peu d'entreprises qui le font, mais bon, c'est déjà ça. Oui, bah, ils préfèrent Oui. payer les indemnités plutôt que d'embaucher des personnes handicapées. Bah, oui. Il y a, Oui, et puis après, ils les licencient. Quand ils ont touché les aides de l'État et tout, alors on vous dit au revoir madame, on vous aime bien. alors, mais les aides, souvent, elles sont pas liées que à la RQTH. C'est un type de contrat de travail et après, les aides prennent fin. De toute façon, souvent, les aides, c'est parce que c'est prévu, ça, quand même, les magouilles des entreprises de faire ça. C'est prévu et donc, en général, l'aide, elle s'arrête au moment où il y a un licenciement. Voire, on peut réclamer à la personne sur certains contrats aidés, on peut réclamer à l'entreprise les aides qui lui ont été versées. C'est quand même pas mal encadré. Parce que vous pensez bien qu'ils y ont pensé que les entreprises allaient essayer d'obtenir... C'est avec un avenant de promesse d'embauche. Ah non, mais... T'as tout eu. Oui, voilà, j'ai tout eu. Et je continue avec mes enfants, donc c'est bon, je suis blindée maintenant. C'est bon. La MDPH, je la connais par cœur, ça fait 45 ans que j'y suis. Et j'en ai encore pour un bout de temps, parce que j'ai les deux, donc voilà. Mais là, pour le coup, s'il y a un problème avec un employeur, la MDPH n'y est pour rien. Il faut lui reconnaître au moins ça. Si elle attribue la RQTH, là, pour le coup, elle n'a pas tout pouvoir pour... Non, mais je suis d'accord. Non, mais... Je sais bien, je sais. Mais bon, c'est quand même, je veux dire, sous prétexte que vous êtes handicapé, tout de suite on vous fiche en disant ah ouais, vous allez être souvent absente. Oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça que c'est pas du tout obligatoire de déclarer qu'on est en situation de handicap. Alors après, il y a des handicaps visibles, évidemment. Donc, voilà. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une décision personnelle. Il ne pourra jamais être reproché au salarié de ne pas avoir mentionné son handicap à quelque moment que ce soit. Voilà. Et l'orientation dans les ESAT, CAT, Alors, ESAT. qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ESAT, c'est établissement et services d'aide au travail. D'accord? Et c'est les anciens CAT. Oui, d'accord. Donc, les CAT n'existent plus, ils ont été remplacés depuis 2005 par les ESAT. Donc, les ESAT, c'est des établissements médico-sociaux. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le milieu protégé de travail. Donc, qui dit établissement médico-social dit orientation par la CDAPH, obligatoire, là, contrairement au milieu ordinaire de travail. La personne qui est accueillie en ESAT est donc un usager. Donc, c'est pas un salarié. Elle doit... Comment? C'est pas le langage de Peugeot. Non, mais c'est pas... Et c'est peut-être pas un ESAT, hein. C'est pas un ESAT. Une entreprise adaptée? Non, C'est un ESAT? C'est un ESAT. Et, Ah oui, La directrice d'études parle de ses ouvriers. oui, alors de ces travailleurs, mais c'est pas pareil, elle parle pas de ses salariés. Parce qu'après, il y a aussi un souci de reconnaître Pas d'usager. la spécificité de l'usager de l'ESAT. Enfin, pour avoir côtoyé pas mal d'usagers d'ESAT, si on leur dit vous êtes un usager, comme quelqu'un qui est accueilli dans un foyer médicalisé et tout ça, ça va pas nécessairement leur plaire. Mais elle ne nous dit pas. Oui. Elle nous dit à nous. Mais je sais que nous, par exemple, le langage APF, souvent c'est les travailleurs en ESAT. On va pas parler de l'usager parce que pour pas que ce soit un côté réducteur, voilà, de l'usager. Et pour reconnaître aussi l'activité lucrative et professionnelle de l'usager. C'est quand même un usager particulier. Pas que ça devient une priorité. Faut pas que ça devienne priorité, surtout que la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France en disant que non, un travailleur d'ESAT, ça peut pas, c'est un salarié, enfin c'est un travailleur au sens de l'Union européenne, donc on va voir ce qui va devenir le devenir des ESAT dans quelques années, mais effectivement, là c'est devenu tellement prioritaire dans certains ESAT, l'activité professionnelle, que La rentabilité passe partout. On est Tout à d'accord. fait. Oui, oui. Ça, on est- Elle rentre complètement dans ce cadre-là, de plus en plus. Et du coup, Et ça en devient un critère d'attribution des places en ESAT. de capacité d'entrée. Oui, de capacité d'entrée. voilà, l'orientation, enfin, il faut que la personne ait besoin, enfin, soit capable d'exercer une activité professionnelle et ait besoin d'un soutien médico-social et éducatif. Donc, ce qui est très flou, je vous l'accorde. Donc, il n'y a pas du tout de taux d'incapacité nécessaire ou quoi que ce soit. La personne n'a pas de salaire,
Elle a une rémunération garantie qui va de 55% du SMIC à 105% du SMIC. En fonction du taux de travail, alors? Pas en fonction du temps de travail, en fonction de l'ESAT. Donc elle va avoir 55% du SMIC horaire. Donc si elle est à 35 heures, elle aura 55% du SMIC horaire. 597, ça va. En Ça fonction de varie, l'ESAT? 35 heures, enfin, à Épinal, c'est entre 400 et 597. Des fois, ça passe à 600, mais c'est très rare. Oui, donc eux, ils sont au minimum légal. Donc c'est l'ESAT qui fixe la C'est l'ESAT qui rémunération. fixe, tout à fait. Et il y a une participation de l'État, mais qui est compris dans la rémunération garantie et qui est compris dans les 55% à 105% que je vous ai évoqués. Donc dans le meilleur des cas, un travailleur d'ESAT n'aura que 105% du SMIC. De là, plus je retire les frais de non. le transport, et puis les repas, et etc. L'hébergement. Oui, et là, Avec c'est un un hébergement. complément Là, oui, par rapport à ce qui touche. tout à fait. La rémunération en ESAT n'est pas prise en compte comme une rémunération professionnelle classique pour le calcul de la hache. Donc du coup, ça peut se cumuler plus que si c'était un salaire. Pour le coup. Donc, la seule législation de droit du travail qui s'applique, c'est les congés. Un travailleur d'ESAT a les mêmes congés rémunérés qu'un salarié. Mais ils Là- n'ont pas toujours le même taux, enfin, la même amplitude d'horaire. Non. Alors, ils sont tenus à la durée légale, mais ils peuvent pas la dépasser. Donc, au pire ou au mieux, je ne sais pas, un travailleur d'ESAT fera 35 heures. Oui. Après, Oui, il peut c'est faire 35 moins. heures. Mais par exemple, à Épinal, c'est 7h30, 4h. Alors là, Oui, tout dépend de mais l'organisation. Et, enfin, ils ont leur vendredi après-midi. Ça, Ici, c'est à la l'ESAT règle d'ici, aussi. c'est 9h moins 10, 17h. Il y a une totale liberté. Ils travaillent de du lundi au l'ESAT. vendredi. Ouais, c'est pas, là, pour le coup, c'est pas du tout encadré, quoi. C'est le projet d'établissement qui fixe cela. À ETUP, ils travaillent 38h30 par semaine. Et du coup, comme ils peuvent pas, enfin, Ah bah oui. donc il y a 3h30 dans leur temps qui est assuré par ce qu'ils appellent le SATP, le service d'accompagnement à côté. Donc où ils peuvent faire une activité sportive. D'accord, qui est pas censé être une activité, qui est pas actée comme étant une activité Mais ils ont professionnelle. 38h30 C'est pas de temps de temps de présence. travail et temps de présence. Voilà, Ouais, c'est 38h30 ça. de temps de présence, mais oui, effectivement 35 heures de travail. Comment est calculé le Mais quand on rajoute des fois 1 heure de Comment ça, transport le le taux matin horaire plus 1 heure de soir. Ah, c'est Le le soir, montant, donc, la c'est rémunération complètement garantie qui est aberrant. attribuée. devoir, C'est la politique de l'ESAT. Donc c'est le choix de l'ESAT. En lien évidemment avec les pouvoirs publics toujours, puisque sont financés en partie par les pouvoirs publics. Mais c'est du pur choix de l'ESAT. Parce que dans les ateliers d'études, le salaire est fonction du rendement que l'usager fait. Dès lors qu'ils descendent pas en dessous de 50% du SMIC, 55% du SMIC, ils ont le droit. Alors là, pour le coup, ils n'ont pas le droit. Ah non, en dessous de 50%, ils ne descendent pas. Bah non, parce que ça dépend de l'horaire. Ceux qui sont en dessous de 50%, c'est 55% du SMIC Voilà, horaire, c'est- donc ouais, horaire. plus on a de... moins on fait d'heures, moins on a le droit. Voilà, c'est 55% de 10 euros. Horaire. Bah, de toute façon, il y a quand même un problème avec les ESAT. C'est que, vu la crise économique actuelle, ils sont aussi obligés d'être lucratifs. Enfin, voilà, pour survivre, il faut aussi qu'il y ait une certaine rentabilité. Mais il ne faut pas oublier le côté médico-social et éducatif, sinon on se fait taper dessus par l'Union européenne. Les ESAT, à la base, ils n'étaient pas faits pour ça. Oui, mais sauf que pour financer les ESAT, il y a un côté professionnel, voilà, et que du coup, À la base, c'était pas fait pour ça. bah, c'est ce qui est en train de nous dire l'Union européenne. En train de dire, ah bah non, c'est un travailleur normal. Mais c'était vrai pour les CAT. Donc je comprends. Moi, on Bah, est revenu en arrière par rapport à une situation qui était déjà en avance. Le gros souci, enfin, je sais pas dans le territoire de Belfort, peut-être qu'il y a plus de structures et pour ça, du côté de Montbéliard, il y a très peu d'orientation professionnelle à part donc ces ateliers protégés d'études qui font des pièces pour Peugeot. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes, notre fils a 20 ans, mais on a de plus en plus de jeunes qui ont 21 ou 22 ans, enfin, qui sont passés avant lui et puis qui ont été refusés en ESAT parce que le rendement était pas bon, entre guillemets. Hein. Donc déjà, c'est un peu compliqué à voir. Donc ils sont orientés en masse. Oui, en foyer d'accueil, pas en masse, en foyer d'accueil. Et il n'y en a qu'un foyer. Donc il n'y en a qu'un avec une liste d'attente qui est comme ça.
Et ça pose un gros souci. Parce que... De toute façon, on manque de structure globalement. Donc il y a de plus en plus d'orientation dans ces foyers de vie. Et puis pas de place. Donc alors qu'on nous dise que c'est une question de rendement, bah oui, mais qu'il y ait des structures à côté, parce que sinon c'est complètement aberrant. C'est un problème. Au niveau justement juridique par rapport à l'orientation, est-ce qu'il y a des pays avec lesquels il y a des conventions signées qui permettent une orientation, la Belgique par exemple, la Suisse les pays limitrophes, dans certains pays limitrophes. Ce qui prévoit les textes, c'est les pays limitrophes. Les pays limitrophes. Et donc du coup, c'est essentiellement Suisse. De l'EU. Oui, Suisse aussi. Suisse, on n'a pas des choses. Oui. Il y a une prise en charge qui est possible. D'accord. Donc là, il faut faire un dossier particulier auprès de la NDPH pour ça. Mais c'est possible que c'est prévu par les textes que pour les adultes. Et donc après, il faut des conventions spécifiques pour tout ce qui est enfant, qui a été fait en Belgique, parce que de facto, il y a tellement d'enfants français en Belgique qu'il y a des conventions qui ont été signées. La Suisse, je ne sais pas s'il y a une convention qui a été faite. Je parle de ça parce que justement, on entend beaucoup parler, on a entendu pas mal de reportages spécifiant qu'il y a effectivement une défaillance de place, je dirais, quelque part en France. Et que sur le nord de la France, il y a pas mal de gens qui se retournent sur la Belgique, qui eux ont une capacité d'accueil beaucoup plus importante que la nôtre en rapport avec... Parce qu'il y a beaucoup moins de contrôle sur les établissements, il est beaucoup plus facile de monter un établissement, mais d'où les problèmes d'accueil qu'il y a eu dans certains cas où c'est parce que... Ils en reviennent de l'accueil en Belgique. Alors, oui, c'est ça, parce qu'il y a des cas où c'était de la garderie, quoi. Voilà. Alors, ceux qui mettent leur enfant et qui s'en inquiètent pas plus que ça, puis leur enfant est accueilli, ils sont bien, voilà. Mais ceux qui s'en inquiètent un peu, je crois qu'ils reviennent sur la France. Enfin, alors, ça dépend des établissements. Ça dépend des établissements. Moi, il y en a des très bien, mais dans le Nord, je connais qui sont ravis et qui ne changeraient pas et qui suivent énormément l'enfant de près. Ils sont tombés sur un établissement effectivement qui est sérieux. Voilà, comme les contrôles sont beaucoup moins importants et que les obligations à remplir pour ouvrir un établissement sont beaucoup moins importantes, du coup, on peut tomber sur du bien comme du pas bien. C'est vrai que nous, géographiquement, étant tout près de la Suisse, mais j'ai jamais entendu parler de la Suisse. Alors moi, j'ai fait une demande, justement. J'ai fait une demande. J'ai fait une demande. Je me suis renseignée. Et a priori, il n'y a pas de convention comme ça qui serait ouverte, mais qu'il y aurait une possibilité peut-être de discuter avec la NDPH pour mettre en place une convention individuelle. Parce que c'est vrai que nous, on a la Suisse. Voilà, tout à fait. Qui est parfois plus près qu'un centre, le premier centre qui est à 100 km, quoi. Je veux dire, la Suisse, c'est 30 km. Ça pourrait être effectivement intéressant. Alors, juste, du coup, on a vu les ESAT, donc établissements et services d'aide au travail. À côté de ça, il y a des entreprises adaptées. Alors là, ça n'a rien à voir parce qu'on est dans le milieu ordinaire. C'est un petit peu comme l'ULIS puis la CLIS par rapport à l'enseignement. L'entreprise adaptée accueille un public en difficulté au sein même d'une intégration. Non. Enfin, si, d'une certaine manière, puisqu'on est dans du milieu ordinaire, mais c'est une entreprise qui doit engager au moins 80% de travailleurs en situation de handicap. D'accord. Allez-y, je prends les adresses. Ça m'intéresse. Alors, je n'ai pas les adresses locales, mais si vous tapez entreprise adaptée... On peut savoir ça où? Il y en a un mot. Oui. Des AST à études, c'est à la fois de l'ESAT Il y a trois ESAT et les deux sont mixtes. études 4, et puis il y a Territoire de Belfort, Morvilla. Et sinon, en structure APF, c'est Dijon. Et puis Vesoul aussi. À peu près, non. Et Héricourt. Héricourt, oui. À Besançon, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de A. Il n'y a pas d'entreprise adaptée à Besançon. Celle qui était à côté. Celle qui était à côté de l'accueil. L'accueil de jour. C'est ça? Oui, mais il y avait aussi Il y avait, je crois que c'était un ISAT. Je ne sais pas, c'était pas APF, mais enfin bon, je pense en faisant une recherche internet. Donc là, oui, normalement, on trouve facilement. Pourquoi la NDPH ne vous disent pas tout ça? Mais si. Oh non, on m'a jamais rien proposé. On est en train de proposer. Ah oui. Voilà, c'est là que aussi il faut être des fois un peu de liant et
tout ne sort pas immédiatement en appuyant sur un bouton. Toute information disponible. Il faut y aller doucement et provoquer les demandes. C'est sûr que la notification sur une page A4, bon, ben, il n'y a pas grand-chose. Mais l'information, vous demandez les EA qui sont dans votre région, vous les avez sans problème. Enfin, La dans le MDPH est territoire de censée les connaître. Oui, oui. Bah, quand vous dites que je suis en recherche Mais c'est de pas un travail. droit, on en revient à ce que disait madame, c'est pas parce qu'ils vous disent qu'il y a une Erico à Vesoul qu'il y a une place Oui, ça, c'est disponible encore autre chose. immédiatement. Hein. C'est ça Oui, leur non, mais difficulté. je suis d'accord Et avec ils vous. n'ont- et ils n'ont qu'un Mais quand- pouvoir pour permettre, faire entrer la personne. Ils Non, n'ont mais, qu'un non, mais je suis pouvoir. d'accord, mais quand ils vous disent que vous êtes reconnu comme travailleur handicapé, après, on vous donne juste le titre, travailleur handicapé. Après, débrouillez-vous. C'est ça que, on vous dit pas, ben, vous pouvez aller voir quelqu'un, par exemple à Montbéliard, parce qu'il y a un truc MDPH, avenue Joffre, voilà, qui a ouvert il y a, je sais pas, il y a quelques années déjà. Vous allez les voir, voilà, j'ai été reconnu travailleur handicapé. Vers qui je peux me retourner pour chercher du travail? Vous allez, alors à l'époque, c'était la NPE, c'est la NPE. Cap emploi maintenant pour les Maintenant, c'est Cap emploi. pour les Mais il personnes faut sans avoir une handicap. inscription un peu. Voilà, Oui, c'est avant. ça. Oui, c'est ça. Et puis Cap emploi, ben, vous êtes obligé d'y aller une fois par mois aux entretiens, aux choses. Voilà, je veux dire, c'est quand même lourd. Ça, Quoi. c'est lourd, non, mais ça- C'est lourd parce que quand vous avez 2 enfants et que ben, vous êtes obligé d'être présente à tel endroit, etc., s'il faut assister à leurs choses, Ouais, c'est sûr. moi je trouve que c'est un trop peu lourd. compliqué. Quoi. Alors que Maintenant, si au on a niveau quelqu'un qui vous de- accompagne. Beaucoup de choses à gérer, c'est sûr. Oui, non, mais voilà, je veux dire. Donc la grosse différence entre l'EA et les AT, c'est que là pour le coup c'est un salarié, le travailleur, c'est un salarié, et donc du coup il a, Les il a le droit à conditions tous du les droit droits privé, attachés voilà. à un contrat de travail classique. D'accord. Donc effectivement, hein, si on est orienté vers un EA, bah après il faut aller se faire embaucher par l'EA comme on devrait se faire embaucher dans n'importe quelle Ah oui, mais après, entreprise, oui, c'est- voilà. quoi. oui. C'est- Alors, on parle là, est-ce qu'il y a une autorisation de travailler qui est diffusée par la MDPH? Non, absolument pas. Non. Non, le droit au travail est reconnu par la Constitution, donc voilà. Mais après, voilà, très concrètement, c'est plutôt une incapacité physique qui peut empêcher de travailler ou pas. Un certificat médical qui justifie peut-être de cette impossibilité de travailler. Alors, si on demande un si on ESAT, trouve par exemple. alors, il faut être orienté vers un ESAT. D'accord. Donc, pour avoir droit à entrer dans un ESAT, il faut être orienté, puisque c'est un établissement médico-social, il faut être orienté par la MDPH. Donc, effectivement, la MDPH peut considérer que la personne n'est physiquement pas apte même à travailler en ESAT. D'accord. Et là, on peut pas aller contre. Sauf à faire un recours en disant que voilà, on est apte à travailler en ESAT. Mais, Faire une expertise médicale éventuellement, quelque c'est chose ça, en comme général, qui c'est permet fondé sur des éléments sur médicaux. des éléments médicaux. Mais Là, après, on est dans le recours médical. Après, pour tout le reste, on peut essayer de travailler. Est-ce que la MDPH peut opposer le fait que le temps travaillé dans les apps peut être trop faible pour pouvoir avoir un intérêt au travail? Parce que c'est ce qui vient de nous être opposé. Non, parce que nous, on a demandé pour notre enfant qui est vraiment très fatigable, bon, avec un handicap mental et troubles associés, donc on a demandé une orientation partielle, 30% des AT, 30% dans ce service SATP, là, de toute façon, il ne peut pas travailler une journée complète, c'est pas possible. Puis on a demandé à ce qu'il reste 2 jours par semaine à la maison, parce qu'il a pas mal de soins médicaux, donc voilà, comme beaucoup d'enfants. Un projet individuel etc. intéressant. Voilà, et puis une journée, parce qu'on a monté une association, et avec d'autres jeunes, ils travaillent ils font un stage de bénévolat dans une maison de retraite, et qui se passe merveilleusement bien, et donc ils sont au service des personnes âgées, et donc ça, on voulait le garder, parce que c'est magique pour ces enfants, et c'est magique aussi pour les personnes âgées. Enfin, c'était un lien. Donc voilà le projet qu'on a monté, et voilà le projet sur lequel la MDPH. Et du coup, qu'est-ce qu'elle vous a opposé? Bah là, j'ai juste. Quel est l'intérêt de Guilhem au travail? Ils nous ont dit que voilà, si c'est si peu, bah, ça sert à rien. Peut-être qu'on va proposer une orientation au foyer de vie. Voilà, sans travail. Et puis alors, ou alors sinon, non, bah, ça serait une orientation à 50% en ESAT, et puis bah, il fera ses soins à côté. Bah oui, mais la maison de retraite, bah oui, mais on peut pas prendre ça en compte. Bah oui, mais si vous ne preniez pas un projet personnalisé en compte, à quoi ça sert d'avoir un projet d'avoir justement ces détails, voilà. projet Et c'est là où elle m'a dit, bah, je vous comprends en tant que maman, mais voilà, vous pourrez poser un recours. A priori, non, moi, la difficulté que je vois, c'est qu'un ESAT accepte
par contre. C'est pour qu'un ESAT, accepte de l'embaucher qu'à 30%. Voilà, voilà. Prend la place de. C'est parce que voilà, il faut aussi, faut régler les effectifs pour être financé pour la. Voilà, faut. Après, c'est pas à la MDPH de prendre cette décision, quoi. On a plein de familles qui seraient intéressées par les temps partiels comme cela. Mais peut-être que pour les ESAT, en termes d'organisation, accueillir. C'est un autre débat. Oui. Non, parce que là, ils travaillent beaucoup avec le SATP, justement, ce on est un peu service. dans le débat de l'entreprise. Ils sont ouverts à ça. Ils sont quand même pas mal dans le temps partiel parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont moitié ou 75%, 25%. Donc, quand même, à Etup, ils ont l'habitude de travailler avec des effectifs qui sont très changeants. Mais voilà. Bon, c'est tout frais, ça date d'aujourd'hui. La décision n'a pas été prise. La dame était charmante en même temps. Cette assistante sociale était très bien. Mais elle m'a clairement fait comprendre que si le projet était accepté, elle n'en était pas sûre du tout. Et de toute façon, au mieux, ça serait pour 1 an. Et il pourrait avoir une notification inapte au travail. Alors j'ai dit que moi, pour 1 an, c'était mieux que rien. Oui, tout à fait. Parce que les projets innovants comme ça. Alors, il n'y a pas de notification inapte au travail. Moi, j'ai dit que j'étais favorable, même pour 1 an. Le fait qu'il ne pourrait pas travailler. Le tout, c'est d'aller. Alors, il y a certaines MDPH qui ont refusé d'attribuer la RQTH en disant que la personne était inemployable de toute façon, vu son état de santé. Ça a toujours été retoqué par les décisions de justice, parce que la loi ne prévoit pas de seuil d'inemployabilité, si je puis dire. Et comment peut-on dire qu'une personne est inemployable Après, ça ne veut pas dire que la personne trouvera un emploi durable, mais pas d'inemployabilité. Voilà, c'est-à-dire que ça répond un peu à la question de mon enfant, il pourra jamais travailler, pourtant il a une RQTH. C'est peut-être parce que la MDPH, elle sait qu'elle doit étudier la RQTH de la personne quand elle attribue la hache, la personne a la hache, donc ils ont regardé sa RQTH. Et oui, effectivement, merci. Il y a une restriction pour l'accès à l'emploi, donc il ouvre droit à une RQTH, mais très concrètement, il va peut-être jamais travailler. Mais par contre, une MDPH ne peut jamais répondre « Vous ne pouvez pas avoir de RQTH parce que vous êtes inapte à tout poste ou inemployable ». Par contre, elle peut refuser une orientation en ESAT, en disant « Vous n'êtes pas en état physique de travailler, même en milieu protégé ». C'est complètement hypocrite. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pas une décision qui risque d'être basée sur du médical ou plus sur du temps? Alors, la notion de défense dans ce cas-là, est-ce que ce serait d'aller à la commission en disant, voilà, à l'ESAT, il y a tant de personnes qui travaillent avec un tel pourcentage de taux d'activité? Et pour ça, il faut le connaître. Il faut le connaître. Ouais. Donc peut-être qu'effectivement c'est une piste intéressante, c'est de se tourner vers les avoir l'appui des ESAT. Moi, ça me pose pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soutient ce projet en ESAT? Est-ce que vous avez déjà contacté pour le monter? Est-ce qu'il y a eu un accord quelque part de principe sur les... Là, comme il est en IMPRO pour l'instant et qu'il est qu'en stage à l'ESAT, on l'a monté avec l'IMPRO, avec les médecins qui le suivent. Oui. Et il y a pas de partenaire de l'ESAT qui ait déjà connaissance de ça? Non. Ça sera peut-être on en a parlé, mais on les a pas encore rencontrés. Si, moi je les ai rencontrés, mais peut-être qu'on n'a pas été assez clair dans le taux réel. Revoir avec eux, qui vous donnent des billes pour soutenir ce projet. Et si eux le soutiennent pas, par contre, si dès le départ ils vous disent non, ça nous intéresse pas quelque part de d'une façon camouflée, parce que c'est ce qu'ils pourront dire. Là, ce sera difficile à défendre. Mais en ayant le soutien déjà de l'ESAT, oui, je comprends. Vous pouvez avoir des billes en disant, ben voilà, il y a tant de personnes qui sont déjà à 25 ou 30%, pourquoi pas? Pourquoi pas l'autre? Ça peut être une piste. C'est pas, mais... Parce qu'effectivement, moi je pense que là où ça risque de bloquer, c'est auprès des ESAT. Les ESAT ont le pouvoir de refuser. Bien sûr. Alors ils vont pas refuser sur le temps, ils vont dire on n'a pas de place. Oui, on peut prendre n'importe quoi après, pour refuser quelqu'un. Et là, on pourra... Oui, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas la tenue correcte exigée. On a tout dit. Alors, de la même manière, il était demandé les droits et obligations de l'employeur. Et je me suis demandé ce qu'il y avait derrière. Alors là... Par contre, une petite dernière question. Est-ce qu'on peut demander un poste en ESAT, mettons, à
50% du temps partagé, enfin 50% du temps travaillé, et au bout de quelques temps, se dire, ben non, il faut réduire le temps et garder la place quand même. On peut aussi jouer dans la même cour, hein. Oui, c'est pas bête. Non, c'est ce qui m'a interpellée dans votre, enfin la façon dont vous avez décrit la situation, c'est que donc comme orientation, vous avez besoin de quoi? Une orientation ESAT. Il y a une autre structure qui a besoin d'une orientation dans le projet que vous avez fait. Oui, la SAPT. Ça c'est quoi comme type de? C'est les services de soutien un petit peu sur un foyer de vie, mais dans les actes de l'activité. Et ben du coup, enfin voilà. Après, je suis pas sûre que ce soit nécessaire que la MDPH fixe une quotité. Il faut demander l'orientation vers ce service. Alors, c'est vers les actes. Parce que la SAPP, enfin, je ne sais pas si c'est sur nous, mais sur le territoire de Belfort, c'est le conseil général, parce que là encore, on est dans les finances. Voilà, c'est pareil. Mais le souci, il peut pas faire 5 jours de SAPP, c'est possible. Oui, mais c'est pas. Enfin, après, vous, c'est à vous de voir ça avec les AT, par exemple. Je pense vraiment à les AT, à la quotité. Dès lors que vous avez une orientation ESAT, enfin, le temps de travail, nous, on le décide quand je vois avec les ESAT APF, il est décidé au moment où la personne est accueillie en ESAT. Il n'est pas inscrit nécessairement sur la notification. La notification, elle indique orientation vers un ESAT. D'accord. Donc il faut obtenir cette orientation et après on fait... Voilà, enfin, il y a un moment où s'ils mettent 50% et que finalement en ESAT, vous arrivez à obtenir avec un ESAT qu'il n'y ait que 30%, qui peut le plus, peut le moins, enfin, voilà. Il y a un moment où il faut aussi essayer de contourner voilà, si eux, ils se crispent sur cette idée de 30%, ah ben allons-y, allons sur 50%. Par contre, moi, là où je crains que ça bloque, c'est au niveau de l'ESAT, comme je l'ai évoqué. Mais, voilà, moi j'ai eu plusieurs orientations ESAT tout court qui ont donné lieu à des temps partiels après en ESAT, quoi. Pas nécessairement spécifiés par la MDPH. Voilà, c'est quand même gros ESAT, voilà. Ça, à mon avis, c'est difficile, c'est en partiel sur les petites structures où il y en a 5. Oui. Là, sur à mon avis, ça ne doit pas poser de problème. Ah, si. On va voir. Oui, oui. C'est pareil, ils ont leurs règles, leur cadre, et on rentre pas dans le cadre encore. Donc, sur les obligations de l'employeur, vous ne voyez pas ce que c'est. Ce qu'il y avait derrière. Non, là, c'est pas une question que je vais relever en direct. Quelle obligation, quel droit ou avantage pour l'employeur? Quelle obligation et quel droit pour le salarié? Bon, en gros, l'employeur, s'il remplit les 6%, ça peut lui oui, l'avantage, c'est ça, ça lui permet de remplir les 6%, effectivement. L'obligation, il doit aménager. Il doit aménager le poste de travail. À partir du moment où il embauche. Voilà, une fois que la personne est embauchée, mais il n'a pas d'obligation d'embauche. Non, c'est interdit, ce serait discriminatoire. Une obligation d'embauche, pas de quota. Donc, après, effectivement, une fois que le salarié... par contre, si le salarié est déjà à l'intérieur et qu'il est handicapé, il a le droit à l'aménagement raisonnable de son poste de travail. Donc, alors là, la personne clé... c'est raisonnable. C'est raisonnable, parce que ça veut dire que ça ne doit pas être une charge disproportionnée financière pour l'employeur. Donc là, le côté disproportionné, ça va s'évaluer en fonction de la taille de l'employeur, souvent, de l'entreprise et de ses ressources. Là, l'interlocuteur clé, c'est le médecin du travail. C'est le médecin du travail qui détermine les aménagements. Donc là, on n'est plus dans la LDPH, finalement? Non. Dans ce cadre-là? Non, on est vraiment dans le droit privé. Voilà, on est entré dans le droit du travail, et donc du coup, il faut vraiment aller voir le médecin du travail, qui prévoit un aménagement. Et là, c'est assez simple, l'employeur, il peut pas refuser, sauf si c'est une charge disproportionnée pour lui, sinon c'est discriminatoire. Et donc, il n'a même pas à dire, bah oui, mais j'ai refusé après à personne, puisque discrimination, c'est ne pas accorder les mêmes droits à des personnes dans une situation égale, mais aussi accorder les mêmes droits à des personnes dans des situations différentes. Donc là, on est en plein dedans. Donc c'est une obligation. Voilà. Là encore, en cas de souci, interlocuteur clé, le défenseur des droits.
Donc c'est vraiment la personne Voilà. clé à Pour retenir. vraiment scolarité, Ça, voilà. ouais. Scolarité et emploi, c'est la personne clé parce qu'on n'est pas dans du contentieux. Et que du coup, il force tout le monde à se mettre autour de la table parce qu'il a quand même Un médiateur, un bon médiateur voilà, de base. un médiateur et avec un petit pouvoir de sanction derrière. Ouais. Ne serait-ce que la sanction symbolique quand il rend une délibération contre telle instance, que ce soit l'éducation nationale ou autre, ça peut faire son effet. Et puis voilà, ça met tout le monde autour de la table et du coup ça peut surtout régler une situation problématique en 3 mois au lieu que ça parte en conflit et que si on est au niveau de l'emploi, de toute façon, on sait très bien que si on part en contentieux avec son employeur, super, je vais obtenir que mon poste soit aménagé, mais bon, la relation de travail, elle est un peu rompue. Oui, après, c'est Donc vraiment... c'est un petit peu comme dans une école, si on arrive à faire rentrer son enfant alors que en C'est ça, périscolaire, alors que c'était pas voulu ou que la maîtresse ou le professeur ne voulait pas de cet enfant puis qu'il était obligé de l'accueillir, c'est une catastrophe. Quoi, parce que il faut y être Et puis avec l'avantage une volonté de la part de tout le monde, sinon c'est pas la peine. De la médiation, c'est qu'on se met tous autour de la table parce qu'on va quand même constater que souvent le refus, que ce soit de l'instituteur ou de l'employeur de mettre en place l'aménagement, c'est aussi parce qu'il sait pas et qu'il a besoin d'être accompagné. Et c'est là aussi où le défenseur des droits a du personnel qualifié qui aide à déterminer les aménagements nécessaires. Quoi. Comment Je disais à la dame, c'est ce monsieur. Mais alors, en milieu scolaire, parce que moi, je suis toujours voilà, quand il y a une décision qui doit être prise, c'est l'ASH. Donc, elle a quel rôle, l'ASH? Normalement, c'est elle qui fait le lien. Donc, en général, c'est elle qui va mettre autour de la table côté éducation nationale quand il y a une médiation. Et après, Mais elle fait quoi alors? Elle fait le lien entre l'éducation nationale, la MDPH et l'établissement? Non, elle représente le rectorat. Ah ben non, parce que moi, quand donc a été évoquée la souris scalaire pour mon fils, c'est elle qui a envoyé le dossier directement à la MDPH pour demander effectivement l'attribution d'un supplément de matériel. Elle vous a assisté dans une démarche à faire. D'accord. C'est elle qui devra après faire les démarches auprès du rectorat pour que soient débloqués les fonds. Mais effectivement, essentiel, c'est pas possible tant qu'on n'a pas de notification MDPH. Qui spécifie ce besoin-là. Alors, moi, comment c'est que un PPS est mis en place? Donc l'établissement est au courant, le rectorat est au courant, tout le monde est au courant. On sait qu'on vous demande encore de faire 3 tonnes de paperasse pour dire quel aménagement vous souhaitez pour le brevet au collège de votre fils. Vous savez, puisque normalement les aménagements qui sont faits pour un examen, ils sont aussi faits pour l'ensemble de la scolarité. Donc vous recommencez et on recommence. Alors, ah oui, mais alors attendez, il faut que le rectorat du Doubs soit au courant pour que le rectorat de la Haute-Saône donne son accord. Enfin, je veux dire, c'est... Ça, c'est la lourdeur de l'administration. Oui, et au niveau du brevet, c'est très compliqué parce que même pour des enfants dyslexiques, suivant le degré de dyslexie, ils vont pas avoir les mêmes propositions. Voilà, donc voilà, il y a du surtemps qui est accordé à certains dyslexiques, mais pas aux autres. Et ça dépend de effectivement de la MDPH et d'une sorte de dyslexie. Et puis c'est vrai qu'avant il y avait des PAI qui étaient faits et qui automatiquement donnaient droit à ça. Maintenant les PAI vont être supprimés. Oui, on passe par les PAP. Voilà, et donc voilà, c'est encore plus compliqué. On est obligé de gérer individuellement. C'est vrai que c'est compliqué pour vous, c'est compliqué pour l'éducation et on est un petit peu dans un flou pour l'instant compliqué. On a alors juste été évoqué les tuteurs, les tuteurs dans l'emploi. Quelqu'un qui les assiste pour écrire, pas les autres. Oui, les secrétaires, les choses. Non, mais... On va passer juste au dernier volet. Oui, donc était demandé s'il pouvait y avoir des AVS à l'emploi, une sorte de tuteur qui puisse faire apprendre le métier, ou est-ce à l'entreprise de s'organiser. Alors il y a quelques contrats aidés dans lesquels il y a un tutorat qui est prévu. Donc c'est par exemple les emplois à venir. Donc c'est des emplois qui ne concernent pas nécessairement le handicap, mais il y a souvent des spécificités
pour les personnes en situation de handicap. Le contrat peut être plus long ou on peut y avoir droit plus longtemps. Pour les apprentissages aussi, un tuteur qui doit être mis en place. Oui, plus âgé, c'est ça. Pour l'apprentissage, par exemple, normalement c'est jusqu'à 26 ans et il n'y a pas de limite pour les travailleurs en situation de handicap. Donc dans quelques contrats aidés, il est prévu la mise en place d'un tutorat au sein de l'entreprise. Mais après, pour les autres situations, là pour le coup, il n'y a aucune obligation pour l'employeur. Parce qu'on n'est même pas dans de l'aménagement de poste, puisque apprendre le métier, c'est... aménager un poste, c'est compenser une situation de handicap. Apprendre le métier, ça veut dire que la personne, elle n'est pas capable d'exercer son métier. Donc du coup, là, on peut même pas réclamer un aménagement de poste pour ça. Après, voilà, il y a des missions handicap qui sont plus ou moins développées selon la taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est grande, plus on a de chances qu'il y ait des tuteurs mis en place. Souvent, dans les missions handicap, il y a des tuteurs mis en place pour les travailleurs en situation de handicap. Mais là, pour le coup, c'est au cas par cas, selon l'entreprise, qu'il faut se renseigner. Voilà. Alors, concernant ce principe d'orientation qu'on a posé sur la table, est-ce que, dans le cadre même de l'orientation, de nos droits, des droits pour nos enfants, est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet-là précisément, qui n'auraient pas été évoquées, ou vous auriez besoin d'informations plus importantes? J'aurais pu revenir sur l'ARQTH. Donc le jeune sort d'un institut d'éducation motrice. Elle a été prise la décision. L'ARQTH. 10 ans après, il est incapable, enfin, c'est pas le mot incapable, il ne peut pas travailler. Son handicap moteur étant très important. Il est toujours sous la dénomination RQTH. Pourquoi? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est... Alors, c'est souvent lié à l'emploi, enfin les bénéfices attachés à la RQTH, c'est souvent lié à l'emploi. Donc s'il peut jamais travailler, a priori, ça lui sera jamais utile. Mais bon, c'est tout jamais. Après, il y a parfois, alors la prestation qui existait. Ça peut être même bloquant, je dirais. Oui, pour une quelconque orientation. Pour une quelconque orientation ou dans un foyer de vie, ou est-ce que il refuse sur une RQTH, il refuse en se fondant sur le fait que la personne a une RQTH. Non, mais est-ce que ça peut Oh non. Il n'a pas le droit dans ce cas-là au complément de ressources. Pas parce qu'il a une RQTH. Ah, si. Parce qu'en fait, il faut, pour avoir droit au complément de ressources... Avoir une capacité de travail inférieure à 5%. Voilà. Bah oui, mais il n'y a pas de seuil d'inemployabilité dans la RQTH. C'est vrai? Donc non, surtout pas si vous avez un refus fondé là-dessus, c'est pas bon. D'accord. C'est que, alors par exemple, il y avait le dispositif de retraite anticipée, mais bon, c'est pareil, s'il a jamais vocation à travailler, il pouvait que ça permettait c'est plus possible avec la dernière réforme des retraites, mais ça permettait, si on travaillait pendant ce temps-là, de pouvoir bénéficier de ce dispositif de retraite anticipée. Moi, je veux dire, ça fait pas de mal, on sait jamais quels droits vont être ouverts, attachés à la RQTH à un moment. Autant la conserver. Voilà, ça fait. Elle n'est pas gênante, elle n'est pas bloquante. Elle peut jamais être handicapante. S'il y a un refus fondé sur une RQTH, d'une orientation ou du complément de ressources, par exemple, alors là, c'est totalement illégal. Hein. D'accord, merci. Donc voilà, ça servira sans doute à rien, mais en tout cas, ça fait pas mal. Donc on sait jamais, autant qu'il la conserve. Hein. On sait jamais qu'on ouvre une prestation d'orientation à la limite potentielle. Puis on ne sait jamais qu'un jour une prestation puisse être attachée au fait d'avoir bénéficié de la RQTH pendant un certain temps. Voilà. Sur la décision de la MDPH, elle est notée. Ok. Une autre question dans les dernières sur l'orientation? Tous les 5 ans, ça revient sur le tapis. Normalement, oui. Au bout de 5 ans, ça va être caduc. Si vous ne faites rien, ça va s'arrêter parce que... Ah non, Mais c'est peut-être qu'il y a un renouvellement d'AH qui est fait et du coup dans le renouvellement d'AH automatiquement, voilà, c'est peut-être ça automatiquement. Puisque c'est souvent en lien. Donc, orientation qui vous parle? C'est bon? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous avez une satisfaction sur cette réunion? Oui. Chacun y a trouvé un peu quelque chose sur cette réunion? Oui. Vous avez trouvé ça intéressant? Ok, bah écoutez. D'avoir quelqu'un compétent qui connaît à fond le sujet. C'est bien, ça peut servir. Et comment ça fait que la hache, elle est basée sur les ressources? Parce que je trouve ça complètement...
Voilà, pour moi, je comprends pas. On est handicapé et en plus, on vous dit, bah non, vous n'avez pas droit au taux maximum parce que votre mari travaille ou des choses comme ça. Je veux dire, pour moi, ça c'est pas lié, hein. Ça devrait pas être lié, hein. Ben, c'est quand même un minimum de ressources vitales. Donc l'idée, c'est de l'attribuer. C'est quand le handicap empêche de travailler. C'est pas un droit attaché à la situation de handicap, c'est un droit attaché à la situation de handicap qui empêche d'avoir une rémunération, d'avoir des revenus. Donc dès lors qu'il y a des revenus par ailleurs, logiquement, on est sur de l'aide sociale, quoi. Donc comme le RSA. Le RSA, dans le même cadre. Bon, le RSA, c'est des gens qui veulent rester au lit. Pas dans tous les cas, je suis d'accord. Oui, là, je pense qu'on va pas se lancer dans ce sujet-là. Le handicap, vous le vivez au jour le jour. Je veux dire, c'est déjà difficile pour la personne handicapée de faire certaines tâches au quotidien. Et en plus, parce que moi, je veux dire, on me donnerait plus d'AH, ben, je me prendrais une femme de ménage parce qu'il y a plein de choses que je peux pas faire. Et que la MDPH m'a supprimé. Parce qu'on m'a dit, bah non, maintenant, vous êtes guéri, vos opérations sont passées, vous pouvez refaire tout à la maison. Ouais, ça, je trouve, ce sont de grands débats sociaux, hein, un petit peu comme la CAF, les allocations familiales, le RSA, le RSI. Non, mais bon, on va pas y répondre. Je vous attribue des choses, puis du jour au lendemain, vous avez plus droit. Ouais. Quand vous demandez le pourquoi, ben, pour nous, voilà, vous avez, voilà, vous êtes passé, vous êtes debout, vous marchez, c'est bon. Donc, encore dans ces cas-là, on peut contacter la défense des droits pour avoir une information ou pas? Oui, alors après, si on remplit pas des critères, le défenseur des droits, il peut pas changer les critères légaux. D'accord, ouais. Voilà. Éventuellement, s'il considère qu'ils sont discriminants, il va alerter les pouvoirs publics sur un critère qui sont discriminants. Mais après, il y a des critères légaux. Voilà, là, voilà, il peut pas, et puis il pourra rien faire. Voilà, là pour le coup on est dans le revendicatif, ce qui peut être une autre mission des associations. C'est aussi une mission, la revendication dans ce domaine-là. Si par hasard vous avez d'autres questions qui relèvent des aspects juridiques, la délégation APF est aussi là pour vous accueillir, penser vos questions. Et nos questions sont envoyées au service juridique du siège. Donc, sur des situations extrêmement précises, personnelles, individuelles. Ou accompagnement pour un recours. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on fait. La délégation APF est là pour vous accueillir et vous recevoir et vous aider dans vos démarches. Quel que soit le handicap. Quelle que soit la nature du handicap et sans aucune obligation d'adhésion à l'APF. Vraiment, c'est important parce que vous avez d'autres associations qui obligent à l'adhésion. Nous, non. C'est vraiment de l'accueil individualisé. Ici, à Belfort, nous avons en fait un groupement en fait, de personnes bénévoles qui, deux après-midi par semaine. Donc, si vous appelez le lundi, on peut vous proposer un rendez-vous pour le mardi suivant ou éventuellement le jeudi suivant. Mais vous êtes rapidement reçus. C'est des équipes, des bénévoles qui ne sont pas là pour répondre, hein, parce que ce ne sont pas des juristes. Elles sont là pour prendre les éléments de votre situation, avoir des informations sur votre situation, de prendre votre question. Ensuite, moi, je les aide à analyser cette question. Et s'il y a besoin de faire appel effectivement à nos services juridiques, nous les transmettons par mail, par fax, par tous les moyens nécessaires. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. C'est un service totalement gratuit. Même si quelqu'un fait une démarche, par exemple, du doux. Quelqu'un est chez du doux. On va vous si vous habitez à Montbéliard, vous n'allez pas courir à Besançon. Non, mais il y a quand même quelque chose là. À la Montbéliard. Il y a une antenne. Il y a une antenne à Montbéliard. Elle est censée. Alors, on ne se rend pas au domicile des personnes. Donc, voilà. Par contre, on vous reçoit en délégation. Voilà. Donc nous ici, on a mis en place vraiment toute une démarche et on a une équipe de bénévoles, je crois qu'ils sont 5-6 bénévoles ici à la délégation de Belfort et donc et qui sont en capacité d'assurer des permanences 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis. Alors bien sûr, il faut appeler pour prendre un rendez-vous, parce qu'on ne déplace pas nos bénévoles pour rien, mais on est là pour ça.
Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ignorais complètement, je pensais que c'était vraiment lié au handicap physique. Pas du tout, pas du tout. Quel que soit, ils sont en capacité de De répondre. toute façon, C'est la le droit. législation varie C'est pas. Voilà, Ce sera pas le cas d'espèce, on mais a vu tout le monde, ouais. tout le monde, et quelle que soit la nature du handicap. Hein, voilà. Et c'est totalement gratuit, c'est un service totalement gratuit. Et pour se renseigner par rapport justement à l'AH, la PCH, enfin, tout ça, vers qui il faut plutôt s'orienter Alors, ça veut dire quoi se renseigner? Je pense vers la délégation. Voilà, nous on peut vous renseigner par rapport à ça oui, aussi, oui. pour savoir ce qui serait Quelles plus que adapté soient vos questions de la vie pour quotidienne. n'importe quelle. C'est une porte d'entrée. Charge à nous après d'aller frapper au bonne porte. Exactement. Oui, ou vous donner des Si contacts. nous n'avons pas la réponse, on va la chercher, soit au niveau de nos services du siège, soit au niveau de partenaires externes. Comme Au niveau du territoire de Belfort, la MDPH, quand même. elle est vraiment pour nous un partenaire. Moi, je veux dire que la MDPH m'a répondu quand je lui ai demandé pourquoi il supprimait l'aide ménagère. Vous n'êtes pas assez handicapé, madame. Mais ça, vous savez. C'est mal dit. Oui, C'est mal dit. c'est mal Voilà. dit. Oui, Et oui. par contre, les textes sont là. Et Oui, voilà, c'est ça ça. le problème. Moi, vous savez, j'ai ma fille, on a monté un dossier pour on a monté un dossier pour un aménagement d'une salle de bain, à un jour X. Ça a été bon, ça a passé en commission. Quelque temps après, on a refait un dossier pour autre chose, et on nous a dit, là, c'est plus possible, parce que entre temps, elle a été opérée, donc elle va mieux, donc c'est plus possible. Voilà. C'est ça. Donc, ça nous a été refusé. Donc, on a fait l'aménagement nous-mêmes. Il y a des critères médicaux. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. C'est vrai que c'est pas facile en tant que parent d'entendre ça, quoi, de dire, parce que nous, on s'est dit oui, actuellement ça va bien. Plus tard, qu'est-ce que ça va? Donc, du coup, on a pris la décision de faire un aménagement avec nos propres finances. Enfin, voilà. Tant pis, on l'a fait, c'est pour elle, c'est pour son bien-être. Mais c'est pas pris en considération à un moment donné. Bien, messieurs, dames. On va terminer sur un remerciement quand même d'être venus de si loin et de nous avoir, bien informés toute la soirée, c'est super. Et vous aurez la possibilité de la vidéo, on vous l'enverra, etc. Et puis on vous remercie tous de l'accueil que vous avez réservé à notre hôte. Ne serait-ce qu'en lui posant les questions, en étant interrogés. À vous aussi, je vous applaudis. Ouais, on s'applaudit tous alors. Bonne réunion avec plein de choses. Et puis alors à une prochaine. Voilà, bonne fin de journée à tous. Merci. Donc on invite des thérapeutes, donc on a déjà invité l'épouse de monsieur. On invite, ça peut être des neuropsys, des psychologues, des gens qui font des bilans de posture. Ça dépend après parce que même si on est parent d'enfants précoces, on ne connaît pas tout. Parce que on peut en avoir 100 devant nous, on n'en aura pas un qui va se ressembler. Oui, comme en donc, général. Quand les parents nous posent certaines questions, oui, peut-être. Donc voilà. Donc moi, je suis là, déjà pour moi personnellement, parce que moi je suis handicapée de naissance. J'ai longtemps adhéré, mes parents, à l'APF de Montbéliard. Donc j'étais suivie par une dame de l'APF à l'époque. C'est vrai qu'après, les choses ont fait que j'avais moins de temps, donc je suis reconnue par la MDPH. Là, j'ai mon fils qui est EIP, mais avec beaucoup de dysfonctionnement. Donc il vient d'être reconnu par la MDPH, mais c'est parcours du combattant. Je me pose vraiment beaucoup de questions sur sa scolarité, il veut faire un métier, il veut être gendarme ou policier. On me dit qu'avec une dyspraxie c'est pas possible, avec un trouble déficient de l'attention non plus. Donc je me dis qu'est-ce qu'il va faire. Après on me dit, parce que vous avez fait la conduite accompagnée, il va avoir bientôt 15 ans, il aura 15 ans au début de l'année prochaine. Alors les autocols me disent non, il ne faut pas les enfants avec des dysfonctionnements, ils ne peuvent pas apprendre à conduire. Il fait la conduite accompagnée. Ouais, mais bon là il n'est pas en bonne santé. Par contre à l'auto-école du Faubourg, ils ont changé de nom. Ils n'ont pas peur de prendre le risque. Vous n'êtes pas plus près. C'en est déjà une. Alors là, je suis en train de faire ma propre
je vais faire ma propre route comme partout. C'est-à-dire que je suis en train effectivement de démarcher les auto-écoles pas loin de chez moi, pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Et puis bon, surtout avec la MDPH, quoi, voir ce qu'ils peuvent mettre aussi en place. Avec d'autres associations qui gèrent un petit peu ces troubles déficience de l'attention et tout. Savoir s'ils ont déjà eu des cas, comment ça s'est fait. Ce sont des parents qui s'inscrivent chez vous? Comment ça fonctionne alors? Oui, donc en général, on a un premier contact, on a 2 permanences par semaine, 2 soirs, donc on fait des permanences téléphoniques. On a un site internet, on a une adresse mail, donc les gens nous contactent par mail ou par téléphone. Et puis là, on discute un petit peu avec les gens, on voit un petit peu ce qui va pas. Oui. Et puis après, donc on les invite à une rencontre comme ça pour qu'ils prennent contact avec nous, voir un petit peu comment ça se passe. Et après, ils peuvent poursuivre seulement s'ils adhèrent, quoi. Voilà. Le but, c'est qu'ils adhèrent à notre association. Et dans les rencontres, vous avez beaucoup de participation de la part des parents? Là, tous nos adhérents viennent à chaque rencontre. La plupart viennent, oui, à l'exception de 1 ou 2 familles. Mais en général, vous pouvez aussi diffuser nos informations à votre réseau. C'est que ça. Mais t'as tout, toi. Mais j'ai pas la carte de visite, elle doit être au fond, elle a dû se acheter des trucs ambulants, toi. Donc voilà, donc on fait une rencontre par mois. Donc notre siège social est à la mairie de Nomé. Donc la mairie de Nomé nous octroie une salle. Donc une fois par mois, on fait une rencontre. Et donc là, on travaille sur. Donc là, j'étais en réunion de bureau samedi dernier. Donc là, on organise pour se faire connaître, puis surtout pour sensibiliser les enseignants, enfin les écoles, etc. On organise un grand colloque à Micropolis à Besançon en septembre. Voilà, donc là, on fait venir un psychologue de Lyon, M. Bach, et un formateur qui était un ancien prof de mathématiques, M. Laurent, qui vient de Corse. Voilà.